Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous en direct aujourd'hui depuis le mouvement des entreprises de France pour poursuivre notre semaine de l'entreprise responsable et inclusive co-organisée, vous le savez, en partenariat avec la FMD. Alors toute la semaine, nous mettons en lumière des acteurs, des actrices et des organisations engagées en faveur de l'égalité des chances et de la diversité. Avant de démarrer et d'accueillir nos tout premiers invités, je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la plateforme Imagina, où nous diffusons toutes les conférences de la semaine et des replays seront bientôt disponibles. Vous pouvez également profiter de la plateforme pour suivre tous nos ateliers thématiques qui vous sont proposés jusqu'à demain et pour permettre au message constructif d'essaimer un seul hashtag à utiliser cette semaine, le hashtag série 2021. Voilà, côté programme, ce matin, nous allons aborder dans un premier temps la question de la mesure de la diversité au sein des organisations. Puis à 11 heures, nous vous proposons un temps d'échange avec Brune Poisson pour faire le point sur sa vision de la diversité et de l'inclusion au sein du groupe Accor. Mais pour l'heure, nous sommes avec Dorothée Prudhomme. Bonjour Dorothée. Bonjour Annabelle. Vous êtes responsable des études de l'AFMD. Vous allez nous présenter les résultats du groupe de travail sur la mesure de l'inclusion dans les organisations, mais aussi les enjeux de cette étude. Dorothée, je vous laisse la parole. Merci Annabelle, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce matin pour les résultats de ce travail que nous avons conduit pendant une année. Il y a beaucoup de suspense dans cette phrase. Je suis en présence ce matin de Delphine Pouponneau, qui est la directrice diversité et inclusion groupe chez Orange. Je suis également en présence de Patrick Charninski, qui est docteur en psychologie sociale et directeur associé chez Alternego, et de Pete Stone, qui est le fondateur de Just Different. Alors, l'enjeu de cette matinée, c'est de vous présenter la prochaine publication de l'AFMD, qui s'appelle donc « Vers l'organisation inclusive mesurée pour progresser », qui est le résultat d'un très long travail qui a été conduit à la suite d'une première publication qui date de 2018. Je prends une minute pour vous parler de cette première publication pour que tout le monde sache de quoi on parle. Il y a donc 3 ans, 4 ans, Patrick et Pete sont venus nous voir à l'AFMD en nous disant « Bon, nous, on a le sentiment que le management de la diversité doit passer à une vitesse supérieure qui serait l'inclusion. Or, c'est un concept qui commence à être utilisé dans les organisations, mais on n'est pas vraiment sûr de ce que ça reflète, de ce qu'il faut entendre par ce terme. Et donc, on aimerait travailler avec vous sur ce concept. Nous, on a trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. Donc, on a invité nos adhérents à participer à un groupe de travail qui s'est réuni une dizaine de fois. Il y avait une dizaine d'organisations qui participaient à ce groupe de travail. Et nous avons travaillé sur le concept d'inclusion tel qu'il était présenté par Pete et Patrick. Vous allez voir, parce qu'on va en reparler cette fois-ci, mais c'est quand même un concept qui est assez complexe. Et donc, on a essayé d'abord de le définir très précisément, et puis aussi de voir de quelle façon on pouvait le mettre en œuvre de façon très opérationnelle. C'est ce que vous trouvez dans une publication qui s'appelle « L'organisation inclusive de la posture à la pratique » et qui est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Ça, c'était le premier point de départ. Et puis, une fois qu'on a sorti cette publication, nous nous sommes de nouveau réunis en nous disant que quand même ça avait été chouette, cette première expérience, et que peut-être il fallait aller plus loin. Or, une des prémices du raisonnement sur l'inclusion, c'est de se dire qu'il faut pouvoir mesurer. Il faut mesurer d'abord pour pouvoir faire un état des lieux, mais également pour savoir où on va, comment on progresse et qu'est-ce qui reste à faire. Or, mesurer l'inclusion, ce n'est pas mesurer la discrimination, les perceptions de la discrimination, ce n'est pas non plus mesurer la diversité, c'est encore autre chose. C'est pas si facile que ça, à vrai dire. À partir du concept que Pete et Patrick ont construit et que nous avons travaillé ensemble lors de la première publication de 2018, on s'est dit qu'il y avait un vrai chantier à construire, il y avait vraiment quelque chose à creuser sur cette question de la mesure de l'inclusion. Et donc, de nouveau, on a fait appel à nos adhérents. Il y a 13 d'entre eux qui ont répondu présent et qui se sont réunis 8, 9 fois, je crois, pour nous aider à travailler sur qu'est-ce que ça voudrait dire mesurer l'inclusion. Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Qu'est-ce qu'on aurait comme outil? Qu'est-ce qui existe déjà? Et qu'est-ce qu'on peut inventer pour créer une vraie mesure de l'inclusion? Je vais les citer parce que ça n'a pas été facile tous les jours, ce groupe de travail. Donc, et ils ont beaucoup donné de leur personne et de leur énergie pour que ça puisse avoir lieu. Vous allez voir qu'on est allé très 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 loin dans ce groupe de travail. Donc je remercie vraiment l'Agence française de développement, APRR, Bouygues Construction, l'INRAE, KPMG, Montpellier Business School, Nestlé, le groupe Renault, Orange, Servier, The Adecco Group, Université de Lorraine et Zara. Ils se sont beaucoup investis dans ce travail. Vous allez voir que c'était pas facile. Donc ce qu'on a fait, c'est que progressivement, on a construit un outil
dont Pete et Patrick vont vous parler. Et on est allé tellement loin qu'on l'a testé. C'est-à-dire que ces entreprises ont joué le jeu, sont allées jusqu'au bout et ont testé au sein de leur propre organisation cet outil dont on va vous dévoiler les résultats. Toutes ces informations, vous les trouverez dans cette magnifique publication. Les organisations adhérentes de la FMD la recevront directement dans la boîte aux lettres. Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents de la FMD, vous pourrez la télécharger dès demain sur notre site internet. Je vais prendre juste une minute supplémentaire pour donner la parole à Delphine, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais chaque groupe de travail de la FMD est encadré par des experts et par une organisation adhérente de la FMD. Et Delphine a immédiatement dit oui quand on lui a proposé de piloter ce groupe de travail. Et donc Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a plu, ce qui t'a motivé dans cette expérience et dans ce chemin un peu long, mais intéressant? Merci Dorothée. Alors effectivement, ce qui m'a motivée, c'est déjà parce que j'avais eu l'occasion, quand j'ai pris mes fonctions, de lire le livre de Pete et Patrick, et ça m'avait beaucoup inspiré. C'est clair qu'aujourd'hui, on est convaincu, et je pense que beaucoup d'entreprises le sont, que la diversité et l'inclusion, c'est un vrai levier de performance durable, d'innovation, de bien-être pour les collaborateurs. Alors c'est vrai que pendant plusieurs années, nous ça fait 15 ans qu'on mène une politique volontariste en matière de diversité et inclusion, on s'est quand même beaucoup axé sur certaines catégories, donc les femmes, les personnes en situation de handicap, les juniors, les seniors, aussi pour répondre à des obligations légales. Mais on voit bien que cette démarche, elle a une limite, elle est parfois très stéréotypée, elle est parfois clivante, et donc il était important d'arriver à cette notion d'inclusion et d'aller plus loin et de mesurer. Parce que qu'est-ce qu'une entreprise inclusive ? On peut être diversifié mais pas inclusif, on peut être une entreprise inclusive mais pas diversifiée. Donc il est important vraiment de pouvoir mesurer, parce que ça aussi, ça fait partie des éléments fondamentaux, c'est que il est important de mesurer pour pouvoir progresser. Et donc tout ce travail, ça a été de déconstruire un peu nos habitudes et de trouver le chemin qui nous permette à la fois, bien sûr, de promouvoir la diversité, mais surtout de s'assurer que au sein de nos organisations, on crée les conditions pour permettre à chacun et chacune vraiment de se sentir à l'aise pour exprimer sa singularité et surtout créer de la valeur pour le collectif. Parce qu'on le sait, c'est effectivement la diversité des profils, des genres, des parcours qui fait vraiment la richesse d'une entreprise, qui permet l'innovation, la confrontation des points de vue. Mais comment ça se mesure? Et c'est ça tout l'enjeu de ce groupe de travail. C'était effectivement comment mesurer l'impact de nos actions, comment s'assurer d'être inclusif, comment pouvoir rendre compte aussi, parce qu'on le voit dans nos rapports extra-financiers aujourd'hui, il faut apporter aussi la preuve de l'impact de nos actions. Donc voilà, c'était toute l'ambition. Et puis, je pense qu'il est aussi de la responsabilité des entreprises telles que les nôtres, où on a quand même les moyens, une direction de la diversité, l'inclusion, une fonction RH qui est importante, de montrer le chemin, de travailler à la co-construction de nouveaux outils, de débroussailler certains sujets et de pouvoir après en faire profiter le plus grand nombre et les entreprises qui ont peut-être pas autant de possibilités. Donc c'était vraiment l'ambition, je pense aussi, de toutes les entreprises d'être dans l'innovation sociale et de proposer un outil qui soit innovant, différenciant et qui permette de répondre à cet enjeu de mesure. Merci Delphine. Immédiatement, je vous passe la parole, Patrick et Pete. Donc ils vont vous présenter les principaux résultats de ce groupe de travail et notamment du bêta-test. Alors, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. On est ravis d'être parmi vous. On va essayer avec Pete en 30 minutes maximum de vous présenter les résultats principaux de cette publication. On est très fiers à laquelle on est très fiers d'avoir participé. Il y a pas mal de chiffres. On va essayer de vous aider à aller regarder ce qui est le plus important, le plus lisible ou le plus pertinent par rapport à ce qu'on a trouvé. Alors, juste une petite slide pour commencer, pour finir un peu cette introduction qui a été commencée. L'inclusion, ça ne remplace pas. C'est évidemment le next step. C'est effectivement dans cet esprit qu'on est allé solliciter la FMD il y a 4 ans, mais l'inclusion ne remplace pas le management des diversités parce que pour de vrai,
il y a des groupes qui sont beaucoup plus souvent victimes de discrimination que d'autres, et donc il y a effectivement des actions à mener sur certaines populations prioritairement, et deux, parce que, comme vous le savez, il y a un cadre légal qui impose aux entreprises, notamment sur la mixité et sur le handicap, d'avoir des actions silotées. Donc c'est important de comprendre que ça se rajoute, et c'est bien ce qui crée justement la complexité de la situation qu'on est en train de vivre, parce qu'on demande aux entreprises un exercice qui est parfois un peu schizophrène, qui est de dire d'un côté, il faut respecter à la lettre une équité de traitement parfaite, mais de l'autre côté, il y a quand même des actions à mettre en place dites de rattrapage, et donc c'est bien ce qui fait la difficulté de cette bipolarité entre diversité et inclusion. Alors juste, pour aller très vite, la diversité, c'est le degré statique de différence entre les membres d'un écosystème. Et en général, on parle plutôt de diversité socio-démographique. Et donc, l'entreprise est capable au moins sur des critères qu'elle a le droit de compter, de mesurer l'état de sa diversité structurelle. Quand on parle d'inclusion, on parle de quelque chose de dynamique, c'est-à-dire c'est comment on met en musique toutes ces diversités pour qu'elles génèrent les vertus qu'on lui prête, à savoir du bien-être individuel pour chacun et chacune, dans le respect des identités, et de la performance collective, par le fait que, évidemment, quand on est différent et qu'on aime travailler ensemble, on est plus créatif, agile, etc. Quand on parle maintenant d'entreprise inclusive, et c'est bien l'objet de ce qu'on a voulu dans ce baromètre, c'est la posture de l'entreprise à mettre des actions en place pour faire vivre cette inclusion. Donc quand on parle de l'entreprise inclusive, on est vraiment beaucoup plus sur du pragmatique. Quand on parle de l'inclusion, on est un peu plus sur du conceptuel. Et donc notre objectif, c'était de mesurer dans quelle mesure l'entreprise est pour de vrai inclusive dans ses actions et, on va vous l'expliquer, dans la perception. Enfin, bien sûr que l'objectif, comme ça a été dit par Dorothée, aujourd'hui les entreprises qui progressent sont celles qui fixent des objectifs, c'est une certitude, et pour fixer des objectifs, il faut mesurer d'où on part et où on veut aller. Et donc c'est aussi pour ça que c'était absolument indispensable de passer par une étape de la mesure, une fois qu'on avait posé le concept il y a 3 ans. Donc, bonjour tout le monde, ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui. Ma tâche très simple maintenant, c'est d'essayer d'expliquer en 2 minutes les 5 dimensions de l'inclusion qu'on a développées dans une centaine de pages dans notre livre il y a 3 ans. Donc, chose pas forcément très facile. Je vais essayer. Comme Patrick a dit, il y a des catégories de personnes très clairement qui sont plus souvent discriminées que d'autres. Donc, dans nos dimensions de l'inclusion qu'on a développées dans notre livre, la première dimension, c'est l'équité et le sentiment de justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une entreprise qui est inclusive s'il y a encore la discrimination ou le sentiment de discrimination. Donc, non seulement il faut faire en sorte d'éradiquer la discrimination, mais le sentiment qu'on peut être discriminé. Parce que concrètement, on peut être discriminé sans le savoir, on peut avoir le sentiment de discrimination, alors qu'on n'a pas été. Donc, c'est aussi bien éradiquer la discrimination et le sentiment. Donc, le premier pilier, la première dimension, c'est l'équité et le sentiment de justice. Transversalité des actions, comme Patrick a dit, et juste avant Delphine et Dorothée, très souvent, les actions qu'on a mises en place quand on travaille sur diversité étaient par silo, par population. Donc, on travaille sur les femmes, sur les personnes handicapées, sur les jeunes, sur les vieux, ceci, cela. OK. Et on doit faire ça, encore une fois, notamment pour répondre aux obligations légales, mais aussi parce que ces populations, clairement, sont plus souvent victimes de discrimination. Mais si on ne fait pas attention en travaillant trop par population, on finit par créer un sentiment d'exclusion d'autres populations au sein de l'entreprise. Donc, la deuxième dimension, c'est la transversalité des actions. C'est le plus possible mettre en place des actions qui concernent l'ensemble des salariés d'une entreprise. Par exemple, travailler sur l'autocensure, ça permet de lutter en partie contre le plafond de verre des femmes, ça permet de faire en sorte que les personnes avec un handicap invisible puissent en parler librement, des personnes LGBT+, puissent parler de leurs partenaires sans crainte d'être jugées, etc. Et donc, on travaille sur l'autocensure qui permet de pouvoir travailler sur tout type de population, plutôt uniquement une ou deux. Sur l'équilibre entre l'unicité et le partage, chaque être humain a deux besoins psychologiques. On a besoin de sentir appartenir à un groupe, mais en même temps, on a besoin de sentir qu'on est différent des autres. Et ça, c'est cet équilibre qui est compliqué à créer dans une entreprise, mais qui est essentiel. C'est créer ce sentiment de partage, mais aussi faire en sorte que chaque personne se sente acceptée et valorisée tel qu'il est ou telle qu'elle est. Après, la coopération intégrative, essentielle parce que le mode normal dans une entreprise, comme dans la vie de tous les jours, c'est plutôt la compétition.
Si on ne crée pas des conditions dans lesquelles on permet aux gens de coopérer les uns avec les autres, mais ça ne sert à rien de travailler sur les autres dimensions de l'inclusion. Et la dernière dimension, c'est la maîtrise des stéréotypes, parce que tout ça, ça ne marchera pas si on continue à être influencé par tout type de biais, notamment des stéréotypes. Donc voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore lu notre livre, je vous incite de lire le livre pour entrer plus dans les détails, mais ça donne le socle sur lequel on a bâti notre outil de mesure de l'inclusion. Alors, ce socle, il a été conçu à l'époque à travers à la fois des lectures qu'on a fait dans la littérature dite scientifique, et c'est d'ailleurs intéressant parce que le concept a été inventé aux États-Unis et ils sont très matures sur la façon de le penser, mais avec leur prisme culturel, mais dans le même temps, pas plus en avance que nous, sur la façon de mettre en place pragmatiquement une logique d'inclusion dans les organisations. Et puis, avec aussi les interactions avec les différentes entreprises, organisations partenaires de ce livre. Donc, on est parti de ce modèle pour faire le baromètre de l'organisation inclusive et on a croisé ces dimensions de l'inclusion avec des domaines dans lesquels on peut agir dans l'entreprise. Et ici, vous avez un schéma qui, en fait, résume les 4 domaines d'action. Et ce qu'on a l'habitude de dire systématiquement aux entreprises, c'est, enfin, moi, je vais jusqu'à leur dire, ce qui compte, c'est pas tellement ce que vous allez mettre en place ou l'intensité de vos actions, mais c'est la cohérence entre ces actions. C'est fondamental si on veut avancer, d'être dans une forme de consonance, sans quoi on met l'acteur de l'entreprise et l'actrice dans une situation d'injonction paradoxale. S'il entend un discours de CEO qui n'est pas conforme aux outils RH et qui n'est pas non plus conforme à la capacité qu'on a de sanctionner un manager qui serait dans une posture de harcèlement, alors ça veut dire que ça ne marche pas et qu'on ne peut pas avancer. Et donc les 4 domaines que nous pensons devoir être consonants et qu'on a donc croisés avec nos dimensions, on va y revenir, pas de panique, c'est les 4 que vous avez là. Premièrement, la gouvernance, quelle est la vision, quel est le discours, quels sont les mots qui sont posés, où l'entreprise a envie d'aller sur ce sujet de diversité et inclusion. Ça passe par divers vecteurs. Ensuite, évidemment, les outils RH, qui sont historiquement la porte d'entrée par laquelle on a abordé ces sujets-là. Est-ce que au niveau RH, on a des outils, on a des moyens, on est formé pour mettre en place et pour mettre en application ce discours? Un CEO qui dirait au discours de bonne année « je veux éradiquer toute forme de sexisme ordinaire », bon, ben voilà, est-ce que j'ai les outils RH pour pouvoir le détecter? Est-ce que j'ai des façons de faire remonter des cas, basiquement? Et puis, est-ce que j'ai, par exemple, des outils de formation au sexisme ordinaire? Ensuite, le management. Et les managers, aujourd'hui, ont le rôle, pour moi, c'est eux qui ont un peu les clés de la boutique. Ils ont le rôle que je trouve à la fois le plus difficile, mais le plus passionnant. Le plus passionnant, le plus difficile, parce que c'est eux qui concrètement se confrontent dans le quotidien des équipes à cette logique d'inclusion sur est-ce que comment j'accorde les vacances entre des gens qui sont parents et pas parents, parce qu'il y a la logique de dire bah oui, mais ceux qui sont parents, il faut qu'ils partent pendant les vacances scolaires, mais en même temps, si je suis pas parent, j'ai quand même le droit de partir en août. Vous voyez, c'est ça l'inclusion, quand on est manager, c'est le concret de l'animation d'une réunion, de faire un entretien annuel. Comment je gère une mauvaise blague? Est-ce que c'est moi qui décide que la blague est mauvaise? Comment je sais si la personne est blessée? Donc c'est un rôle compliqué, mais à la fois évidemment passionnant. Et puis, un peu ce qui va mettre de l'huile dans les rouages de tout ça, c'est la communication qui, je trouve, retrouve vraiment des lettres de noblesse avec cette question de l'inclusion, parce que par la communication, notamment sur le pilier unicité partage que Pete a décrit, l'inclusion a un rôle extrêmement important à jouer. Notamment par exemple sur l'entreprise, sur l'écriture dite inclusive ou sur la représentativité dans les visuels. Donc ça, c'est les domaines sur lesquels qu'on a donc croisé avec les dimensions pour construire nos questions que vous allez voir ensuite. Comment on a fait? Delphine a dit tout à l'heure, et on a besoin de mesurer l'impact de nos actions. Donc là, on voit bien 2 choses, action et impact. Donc on s'est dit, mais il faut mesurer aussi bien les actions d'un côté et l'impact de ces actions de l'autre. Alors tout un débat là-dessus, parce qu'on se pose des questions à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que le plus important de mesurer ce qu'on a fait, dans l'intention de créer un environnement inclusif, ou est-ce que le plus important, c'est la perception de l'impact de ces actions? Donc tout un débat là-dessus, jusqu'à est-ce que vraiment il faut mesurer les actions? Parce qu'en fait, ce qui est le plus important à la fin, c'est la perception des salariés. Est-ce que l'entreprise est oui ou non inclusive? Donc, tout un débat là-dessus, et à la fin, on s'est dit, il faut quand même mesurer les actions, parce que les entreprises, on doit les inciter à mettre en place des actions pour être inclusifs.
Mais en même temps, il faut vraiment mesurer la perception des salariés, parce que la perception des salariés qui dit si oui ou non l'entreprise est inclusive. Et on a donné une prépondération plus importante pour la perception, pour l'impact, parce qu'on s'est dit, mais c'est bien d'avoir mis en place des actions, mais s'il n'y a pas d'impact derrière, ça veut dire que ce n'est pas forcément les bonnes actions. Donc on a les deux, avec un questionnaire d'un côté sur les actions, qui est vraiment pour les gens qui s'occupent de la diversité et l'inclusion de l'entreprise. Donc ça, c'est toute une série de questions oui-non. Donc c'est une personne ou un groupe de personnes qui répondent à cette question-là. De l'autre côté, on a toute une série de questions qu'on pose aux salariés. Sans poser des questions ouvertement, est-ce que vous sentez qu'une entreprise inclusive, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais toute une série de questions qui permettent de mesurer l'impact de la perception de l'inclusion dans l'entreprise. Et donc ces points, comme vous le voyez, on a évidemment décidé, à un moment donné, il y a une part d'arbitraire, mais vous allez voir dans ces résultats que ces points qu'on a attribués sont ventilés à la fois sur les domaines et à la fois sur les dimensions. D'accord ? Et c'est pour ça que le calcul était pas forcément simple. Et puis comme on trouvait que c'était encore pas assez compliqué, on s'est dit que c'était quand même intéressant, puisqu'on était sur les perceptions et les ressentis, de pouvoir ventiler aussi les réponses au regard de l'identité perçue des personnes que l'on a interrogées pour donc 3/4 de ce baromètre. Donc on a rajouté des questions de profilage socio-démographique qui arrivent toujours à la fin, et on a ensuite analysé les résultats au regard de ces profils, parce que c'est évidemment intéressant et très très important pour toutes les entreprises partenaires qui ont participé de savoir si ce sentiment d'inclusion est plus fort dans telle ou telle catégorie. Alors 5 critères. Évidemment, le genre, femme, homme, non-binaire. Pour info, plus de 3000 réponses sur la partie perception, 11 personnes qui se sont déclarées non-binaires, donc c'est quand même intéressant sur l'ensemble des personnes qui ont répondu. Évidemment, l'âge, avec un découpage approximatif un peu étiqueté autour des 3 générations qu'on connaît. L'ancienneté dans l'organisation, puisque ça, c'est pas toujours très très corrélé, ça l'est quand même très très souvent, et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le livre, on a fait la distinction, mais aujourd'hui, on va vous présenter uniquement l'âge. La question du management, puisqu'on l'a dit, c'est une place extrêmement importante pour faire vivre l'inclusion de façon très pragmatique. Et puis enfin, le sentiment d'appartenir à un groupe qui incarne la diversité. Et là, on a choisi 3 critères, simplement parce que c'était le plus petit dénominateur commun des critères qui pouvaient intéresser toutes les organisations qui étaient dans le projet. Donc, une question autour de est-ce que j'ai le sentiment d'incarner une diversité au regard du handicap, au regard d'une origine ethnique, et ou au regard d'une orientation sexuelle, ou bien non, et évidemment systématiquement l'option « je ne souhaite pas répondre à la question ». Alors, les résultats. Donc, premier résultat, on va regarder d'abord sur la partie action-intention. Donc là, on a 10 organisations adhérentes à la FMD qui ont participé. On a pris le score, comme Patrick a dit, on a ventilé ça aussi bien sur la partie dimension que le domaine d'action. Il y avait plus de 80 questions qu'on fait avec les questions oui-non, et cela permettait de distribuer 25 points. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, et tout ça, c'est expliqué vraiment dans le détail dans le livre. Je vais juste mentionner quelques aspects, je pense, qui peuvent être intéressants. Premièrement, c'est le score important de l'équilibre entre l'unicité et le partage, qui nous a beaucoup surpris. Parce qu'on se pose des questions, est-ce que les entreprises travaillent vraiment sur cette notion-là? Et donc, c'est le score le plus important sur l'ensemble des dimensions. Après, c'était intéressant, parce que quand on a regardé dans le détail, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des questions qui permettent de mesurer la partie partage et des questions qui permettent de mesurer la partie unicité. Alors que les entreprises, de manière générale, étaient très bien sur la partie partage et plutôt mauvais sur la partie, au moins sur la partie unicité. Donc, vachement intéressant, parce que ça montre clairement ce qu'on a tendance à faire dans les entreprises, c'est travailler sur l'appartenance, la culture, les valeurs, ce qui fait que les gens arrivent le matin en disant « je suis bien dans cette boîte parce que je sens appartenir ». Mais ils ne travaillent pas autant sur la partie « je suis quelqu'un d'unique et je dois sentir que je suis différent de tous les autres ». Donc là, il y a vraiment, je pense, quelque chose à investiguer sur l'avenir, c'est comment est-ce qu'on peut travailler davantage sur la partie unicité. Et après, vous voyez bien le score vraiment pas bon sur les stéréotypes, quand il y a vraiment la partie la plus compliquée sur laquelle on a encore vraiment du travail à faire, c'est domestiquer les stéréotypes, déconstruire les stéréotypes pour faire en sorte que ça crée un environnement plus inclusif pour tout le monde. Et après, sur les dimensions, la gouvernance, ça sort super bien. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on commence à travailler sur diversité et inclusion, on travaille sur les intentions, on travaille sur les valeurs, sur le roadmap, etc. Donc ça, c'est assez normal. Et après, on voit bien que la partie communication, on dit souvent c'est
c'est un peu le parent pauvre sur la diversité et l'inclusion, c'est-à-dire que c'est la partie sur laquelle on a moins travaillé, surtout sur la partie inclusion, je dirais, parce qu'on a davantage travaillé sur communication, sur la diversité, ou les diversités, mais on a sans doute travaillé moins sur la partie communication, qui fait qu'à la fin, on a un score qui est nettement moins important. Après, vous verrez dans le livre, on entre plus en détail sur l'explication de tous ces chiffres. Merci beaucoup. Juste un retour en 20 secondes, parce que pour nous, c'est évident, ça ne l'est peut-être pas forcément pour vous. Comme vous l'avez compris, là, on est sur les actions, donc on est bien sur comment on a attribué les 25 points, et vous voyez que la ventilation se fait à la fois par les dimensions et par les domaines, et vous voyez que les points sont pas forcément les mêmes accordés à chaque critère, parce qu'on a, nous, répertorié l'ensemble des questions que les entreprises partenaires posaient dans leur People Survey. On est allé voir aussi différents baromètres. Donc la façon de lire, parce que je vous le dis maintenant pour la suite aussi, la façon de lire, c'est le score que vous avez dans la case, c'est le score sur le total des points. Donc par exemple au début 3,6 pour équité, sentiment de justice, 3,6 sur 5. Ça veut dire que sur les actions, les entreprises se sont auto-évaluées à 3,6 sur 5. Le score en pourcentage, c'est juste pour ramener sur une base 100. Donc ça veut dire que 72%, ça veut dire qu'elles font 72%, elles déclarent en tout cas faire 72% des actions que nous avons proposées eu égard à équité et sentiment de justice. Mais si vous regardez en bas, vous voyez qu'on a eu besoin de repartir sur les pourcentages parce que sur la question des domaines, eh bien, on n'a pas les mêmes nombres de points accordés. Par exemple, le pilotage RH, on a accordé 8 points, quand pour la communication, on en a accordé 6. Donc c'est important que vous regardiez plutôt les scores en pourcentage, c'est ceux qui sont les plus faciles à benchmarker. Alors, sur la deuxième partie, donc maintenant on est sur la perception et les impacts. Donc là, on est sur la distribution de 75 points. Il y a 8 organisations qui ont diffusé donc le questionnaire en interne, 3000 réponses complètes, c'est ça, 3008 réponses complètes. Et là, rebelote, vous avez, premier tableau du haut, la ventilation par les dimensions, la ventilation en bas par les domaines. Qu'est-ce qui apparaît en haut? On voit bien que c'est transversalité des actions qui est le moins bien perçue. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on vous l'a expliqué, ça fait 20 ans qu'on gère la diversité d'entreprise plutôt en silo, et que c'est la grande nouveauté de l'approche par l'inclusion, c'est précisément la transversalité. Comme l'a dit Pete sur l'autocensure de toutes et tous, mais c'est vrai aussi pour l'équilibre des temps de vie, c'est vrai pour des tas de sujets qu'on peut traiter indirectement, c'est vrai pour l'identité, mais c'est vrai aussi par exemple pour les stéréotypes, et vous avez vu aussi comme le score sur les stéréotypes est fait. Donc la marge de manœuvre et la marge de progrès la plus importante, et elle est à faire sur la transversalité des actions. Là où on est le plus avancé dans les entreprises, sans surprise, c'est évidemment sur équité et sentiment de justice, puisque c'est bien par là que le sujet est rentré dans l'entreprise il y a 20 ans, avec évidemment une posture qui peut être perçue comme infantilisante, de dire si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on va vous punir, mais c'est souvent comme ça que les sujets rentrent dans l'entreprise. Mais là, on a bien un effet d'antériorité, et c'est plutôt une bonne nouvelle de constater qu'on est sur cette dimension-là, sur un score élevé. D'abord, c'est rassurant pour cette raison-là, puis c'est rassurant sur la sincérité avec laquelle les gens qu'on a interrogés ont répondu aux questions. Quand vous regardez maintenant le tableau du bas, vous voyez que c'est assez nivelé. On retrouve à nouveau au niveau des perceptions quelque chose de meilleur au niveau de la gouvernance, un peu plus faible sur le reste, mais c'est relativement équilibré sur les 4. Donc ça dit quelque chose aussi sur le fait qu'il y a une nécessité de travailler sur les 4 en même temps et de façon très consonante. Et après, si on arrive sur les variables socio-démographiques, on va regarder sur le genre d'abord. Donc, comme Patrick a dit, il y avait 8 personnes qui ont dit non-binaire, qui n'est pas suffisamment pour pouvoir faire une étude statistique là-dessus. Donc, on est uniquement sur les femmes et les hommes. Ce qui est intéressant, c'est que, aussi bien sur les dimensions que les domaines, le résultat global sur les hommes et les femmes est quasiment la même chose. Donc, on a 74% pour les femmes et 73% pour les hommes. Donc, c'est intéressant. Parce que sur l'ensemble des entreprises, sur les 3000 personnes qui ont répondu, on a le sentiment égal entre les hommes et les femmes sur cette notion de sentiment d'inclusion. Sauf que, et ça qui est intéressant encore une fois pour les entreprises pour savoir comment avancer, quand on regarde dans le détail, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on a mis des choses en jaune, parce que regardez tout ça, c'est un peu compliqué à essayer de voir tout. Donc, juste sur la notion d'équité et de transversalité, c'est intéressant. Équité. 12 sur 15 pour les femmes, 13,5 pour les hommes. Donc, il y a un vrai décalage entre le sentiment d'équité et le sentiment de justice des femmes par rapport aux hommes. Les hommes ont le meilleur sentiment qui sont traités équitablement que les femmes. Franchement, s'il y a quelqu'un qui est étonné par ça,
venez me voir et je vais vous donner un cours. Parce que c'est assez évident que les femmes en entreprise ont le sentiment d'être moins bien traitées que les hommes parce que c'est la réalité. Désolé, mais c'est le cas. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est la transversalité. Et là, on a dans l'autre sens un meilleur score pour les femmes que pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à faire beaucoup d'actions pour les femmes. Et là, on voit bien la réaction des hommes, c'est nous, on n'existe pas. Et donc, on voit bien que, et c'est pour ça qu'on insiste sur cette notion de transversalité. Évidemment, il faut travailler sur la place des femmes dans nos organisations. Évidemment, les femmes ne sont pas suffisamment représentées, notamment en haut. Sauf que si tu mets trop l'accent là-dessus, sans travailler de manière transversale, mais tu finis avec un score comme ça, qui est que les hommes aient l'impression qu'on fait tous pour les femmes et pas suffisamment des choses pour les hommes. Voilà. Et après, c'est toi. C'est moi qui fais l'âge. C'est toi qui fais l'âge. Bah oui, parce que tu es plus âgé. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors donc, on a mesuré, comme on vous l'a dit, hein, on a dans les questions de profilage à la fin, on a proposé de s'auto-catégoriser sur des catégories d'âge. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que avec un volume de 3000 réponses, eh bien, ça nous fait à l'intérieur de chaque catégorie d'âge un volume important de réponses qui nous permet de faire toutes sortes de traitements et relativement équilibré d'ailleurs, hein, puisque vous voyez que 35% des répondants sont dans la catégorie moins de 35 ans, 42% grosso modo autour de la génération X, et puis 23% chez les boomers, c'est-à-dire chez les plus de 50 ans. Là, est-ce que c'est intéressant de regarder? Bien sûr, parce qu'on voit bien comment cette évolution-là, elle ne touche pas tout le monde de la même façon. Alors, à aucun moment nous rentrons dans les poncifs générationnels qui consistent à dire quand on est Y, on est comme ça, et quand on est X, on est comme ça. Néanmoins, en fonction de l'âge qu'on a et de l'antériorité qu'on a dans l'entreprise, on n'est pas traversé de la même façon par l'histoire de cette entreprise et par les évolutions. Et effectivement, quand on a 55 ans et qu'on a accepté de travailler d'une certaine façon pendant 30 ans, c'est compliqué un beau jour de se réveiller en disant en fait non, je veux plus ça, je veux un management plus dans le feedback et puis je veux que les réunions se terminent à l'heure. La particularité des jeunes générations, c'est pas intrinsèquement plus de sens ou plus de volonté d'avoir un équilibre des temps de vie, mais par contre, c'est une capacité d'audace à pouvoir le dire et à le faire exister. Et donc, c'est aussi ça qui nous intéressait, parce que quand j'arrive dans une entreprise et que j'ai pas connu avant, effectivement, aujourd'hui, les recruteurs parfois tombent un peu de leur chaise quant à certaines questions qui sont posées par les jeunes diplômés, quand on leur dit est-ce que vous avez une question à poser et que le réflexe est de dire est-ce que vous avez du télétravail et quelle est votre politique d'équilibre des temps de vie, certains d'entre eux, surtout chez les plus expérimentés, tombent un peu de l'armoire. Alors, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde ces chiffres-là? On voit bien qu'il y a une opinion un peu plus positive au global, 78% chez les moins de 35 ans. Donc, ça dit quelque chose quand même sur le fait qu'il y a, en tout cas au niveau de la perception, le sentiment d'être un peu plus dans une entreprise inclusive que pour les générations d'après. Et vous voyez que là où ça se joue, c'est essentiellement, et de façon très forte, sur la question de la transversalité, puisqu'on est un chiffre qui est 2 fois supérieur chez les moins de 35 ans que chez les autres. Alors ça peut s'expliquer notamment par le fait, et encore une fois c'est une bonne nouvelle parce que c'est presque un indice historique des progrès qui sont faits. Si chez les plus jeunes on a cette perception meilleure d'une transversalité, ça veut dire qu'ils sont dans un environnement dans lequel ils ont le sentiment qu'on aborde le sujet par plusieurs portes, alors que les anciens peut-être l'apercevaient quasiment uniquement par la porte RH-RSE. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on comprend aujourd'hui que le sujet de la performance est rentré dans l'entreprise, le sujet du respect des identités, du fameux oser être soi, qui est devenu un leitmotiv qui se répand vitesse grand V dans toutes les organisations. Donc là, on a vraiment quelque chose qui nous dit, oui, on a affaire à une génération qui perçoit de façon plus positive l'inclination des entreprises à aller vers cette question de l'inclusion. Si on regarde par domaine maintenant, on voit que là où ça se joue entre les générations, c'est au niveau de la gouvernance et au niveau du pilotage RH et de la sensibilisation. Bon, sur la sensibilisation, on peut faire l'hypothèse assez raisonnable que, effectivement, plus qu'en 20 ans, ces formations se sont développées, que maintenant il y en a de plus en plus, par exemple dans les process d'intégration, ce qui évidemment n'existait pas, ne serait-ce qu'à 10 ans. Alors effectivement, plus on est jeune et plus on a été exposé à ces sensibilisations et à ces outils RH d'accompagnement. Pensez à la révolution du congé paternité, par exemple. Par définition, plus je suis jeune et plus j'ai pu en profiter, ce qui est moins le cas pour ceux qui ont été parents, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Donc on voit bien que là, c'est pour nous extrêmement intéressant. D'abord, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que les jeunes sont plus positifs et optimistes que les autres, parce que par définition, c'est ceux qui vont rester le plus longtemps. Et deuxièmement, ça traduit quand même pour nous une évolution qui va dans le bon sens des entreprises vers sur ce chemin de l'inclusion.
Sur la question du statut, on l'a redit, manager versus non-manager. Alors, dans toutes les études qu'on fait, les managers sont toujours plus positifs que les non-managers sur tous ces sujets-là. Ils sont toujours plus positifs ou on peut dire plus défensifs. Quand on pose toujours les questions, avez-vous le sentiment que vous êtes dans une entreprise dans laquelle il existe de la discrimination? Les managers sont toujours à minorer quand les non-managers ont tendance plutôt à majorer. On peut imaginer qu'ils se sentent un peu plus accusés parce que plus proches du pouvoir quand on pose ce genre de questions-là et que c'est une posture qui peut être un peu défensive. Mais on voit bien, les managers sont plus positifs sur la coopération, plus positifs nettement sur la question de la transversalité et en ce qui concerne les domaines, la gouvernance et le pilotage RH. Alors, c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Le fait que les managers soient plus positifs, on peut imaginer que comme c'est eux qui gèrent ça au quotidien, ça les met dans une posture plus dynamique pour faire exister cela. Puis le verre à moitié vide, c'est de se dire attention, c'est peut-être une posture un peu défensive, et puisque c'est eux qui sont au cœur du dispositif d'un point de vue très pragmatique, c'est eux qu'il faut accompagner, à mon sens en tout cas, prioritairement aujourd'hui dans toutes les actions de sensibilisation. Après, sur la partie sociodémographique par rapport aux minorités, déjà, il faut savoir qu'il y avait tout un débat dans le groupe de travail qui était vraiment très intéressant sur est-ce qu'on a des questions ou non ouvertement sur le sentiment, par exemple, d'équité ou les autres dimensions, sur l'appartenance à une minorité, etc. Et est-ce qu'il y a un sentiment de discrimination par rapport à un certain critère? Et je pense qu'une des choses qui est intéressante et qui différencie notre outil par rapport à la plupart des outils qui existent, voire peut-être tous, c'est qu'il n'y a aucune question clairement identifiée par rapport à une population. Donc, on ne demande pas est-ce que vous pensez qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. On ne demande pas est-ce que vous pensez que les personnes handicapées sont plus ou moins bien traitées que les autres. Il n'y a jamais de questions sur la discrimination, jamais de questions sur un sentiment de justice, etc. par rapport à une population. En revanche, les catégories sociodémographiques qu'on a mis à la fin nous permettent de pouvoir analyser ça. Et je pense que c'est intéressant parce que, notamment sur l'origine ethnique, qui est quand même le grand tabou dans la culture française encore aujourd'hui, ça permet d'avoir des chiffres qui permettent de voir si oui ou non des différentes personnes se sentent inclus ou non dans l'organisation. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 55% des personnes qui se déclaraient appartenir à aucune minorité. Donc ça veut dire que c'est quand même une majorité, mais ce n'est pas une majorité très importante. Il y a quand même 17% de gens qui n'ont pas voulu répondre. Donc qu'est-ce que... Je ne sais pas, on n'a jamais vraiment posé la question pourquoi les gens n'ont pas voulu répondre. Est-ce qu'il y a plus de personnes dans une minorité ou non dans ce groupe-là? Mais de toute façon, il y a 17% de personnes qui n'ont pas répondu. Après, il y a 28% de gens qui ont déclaré appartenir à une des 3 minorités qu'on a mis, qui est sur l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou le handicap. Et évidemment, les pourcentages sont plus que 28 parce qu'il y a des gens qui se déclarent dans plusieurs. Donc, il y a quand même 19% des gens qui se déclaraient d'avoir une origine ethnique minoritaire, 10% de personnes qui se déclaraient avoir une orientation sexuelle qui est minoritaire et 8% par rapport au handicap. Donc, déjà en soi, quand on dit le 8% sur l'ensemble des entreprises, en sachant que il y a 17% des gens qui n'ont pas voulu répondre et en sachant que l'obligation légale, c'est 6%, ça veut dire qu'on a un vivier dans nos entreprises de personnes qui peut-être on peut les inciter à se déclarer pour qu'elles puissent bénéficier de tout ce qu'on fait dans les entreprises sur ce sujet-là. Après, je vais juste regarder sur la partie sur l'âge. Bon, je vous laisse, on pourra regarder tout le reste après, mais c'est intéressant sur le handicap parce que sur les plus jeunes, le taux est plus petit, donc 5% des moins de 35 ans, après se monte à 10 et 11%. On peut imaginer que clairement le handicap, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans la vie, des accidents, des maladies, etc. Donc, c'est assez logique d'un taux plus important avec les gens plus âgés. Mais c'est intéressant aussi que sur l'origine ethnique, qui est plus important pour les plus jeunes que pour les plus âgés. Donc, ça, je pense que c'est l'entrée des personnes racisées dans les entreprises et qui était peut-être plus important pour les plus jeunes que pour les moins jeunes. Après, si on regarde qu'est-ce que le sentiment qui est intéressant par rapport à ça, sur le slide après. Donc déjà, ce qui je trouve vraiment intéressant, c'est que de manière générale, le ressenti des personnes handicapées, on pourrait dire après pourquoi on ne dit pas en situation de handicap, mais c'est un autre débat, pourquoi la réponse pour les personnes handicapées, pour les personnes minoritaires sur l'orientation sexuelle, c'est légèrement supérieur aux autres. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au moins dans les 10 entreprises dans lesquelles, les 8 entreprises dans lesquelles on a fait cette étude, ces personnes-là se sentent bien inclus dans l'entreprise. En revanche, très clairement, sur l'origine ethnique, on a un problème. Parce que là, on est nettement inférieur aux 2 autres scores. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais
On n'a pas ce genre de chiffres. Parce que, encore une fois, ce grand tabou de la culture française sur l'origine ethnique fait qu'on peut avoir un sentiment de discrimination à un moment donné, mais comparer le sentiment d'appartenance à une entreprise, à quel point je me sens inclus ou non en fonction de mon origine ethnique, c'est quand même intéressant de voir ça. Et on voit très clairement que c'est notamment sur la transversalité sur laquelle il y a un problème. Mais pourquoi ? Parce que les entreprises ne font quasiment rien ouvertement sur l'origine ethnique. Pourquoi ? Parce que c'est un tabou, donc on ne travaille pas là-dessus. Donc on va travailler sur l'origine de manière générale, on va travailler sur la nationalité, on va travailler sur les quartiers, mais on ne va pas travailler ouvertement sur le sujet de l'origine ethnique. Et je pense que c'est quelque chose que là, on ressent dans les chiffres. Et puis, je pense que ça va aller. Merci. J'en profite pour dire ce qu'on dit quasiment tous les jours avec Pete. Si le comptage ethnique n'est pas possible en France, on a le droit, et vous avez le droit en tant qu'entreprise, de mesurer un sentiment d'appartenance et une déclaration. On a le droit de faire des mesures déclaratives en France. Voilà. Sauf qu'il y a un tel tabou que soit on ne sait pas qu'on a le droit de le faire, soit on n'ose pas le faire. Or, encore une fois, aucun progrès n'est possible sans mesure parce qu'on ne peut pas fixer d'objectifs. Donc nous, on a osé le faire et on a été assez rassurés. Je me permets vraiment en 10 secondes. On a aussi été rassurés parce que les chiffres qu'on a là de déclaration d'appartenance sont conformes à ce qu'on a dans d'autres indicateurs. Le 8% est assez proche de ce que la GFIP dit depuis des années sur le stock, en quelque sorte, de personnes qui pourraient être RQTH si ils passaient le cap de l'autodéclaration. Et le 10% sur l'orientation sexuelle est très proche de ce que l'autre cercle aussi communique comme taux de personnes qui se déclarent LGBT, QIA+. Donc c'est intéressant de voir qu'on est aussi, et c'est pour ça qu'on a grande confiance dans ces scores, et c'est pour ça qu'on est allé au bout, parce que pour tout vous dire, quand on a lancé la mesure, on ne savait pas, en fonction de la qualité de ce qu'on avait trouvé, si ça donnerait lieu à une publication, et on ne l'aurait pas fait pour le faire. Mais tout cela nous a montré à quel point, effectivement, on a des résultats qui sont intéressants et représentatifs de la population active. Et juste une chose, je pense qu'il faut féliciter toutes les entreprises qui ont joué le jeu là-dessus, parce que je pense qu'il n'y a pas toutes les entreprises qui sont capables de demander dans une enquête est-ce que vous vous sentez appartenir à une minorité sur l'orientation sexuelle, sur le handicap et sur l'origine ethnique. Donc je pense qu'on peut vraiment féliciter toutes les entreprises parce que c'est pas rien. Et je pense qu'en faisant ce genre de choses-là, on pourrait enfin avancer sur ce sujet qui est quand même un peu le parent pauvre de tous les sujets de la diversité en France. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je me souviens, avec Dorothée et Pete, on s'était posé la question au moment de la restitution, de présenter aux entreprises et aux organisations si on voulait siloter, les représenter une par une, ou si chaque organisation était OK pour que les autres voient leurs propres résultats. Et il y a eu un truc unanime autour de non. L'énorme intérêt, c'est justement qu'on voit les résultats dans toutes les organisations. Et vraiment, j'ai souvenir d'une séance avec beaucoup d'humilité, de sincérité autour d'eux. Bah oui, on est mauvais là-dessus, mais pourquoi ? Pourquoi vous ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? Et évidemment que on n'a rien inventé de mieux que le dialogue pour progresser. Alors, juste une slide de synthèse. Qu'est-ce que ça nous dit au global ? Donc là, vous voyez qu'on a synthétisé sur dimension et domaine, parce que c'est évidemment la grille de lecture la plus pertinente pour voir où sont les failles et où sont les zones de progrès. Donc là, une dernière précaution méthodologique, là, on a remoyenné sur action et perception. Donc là, on est bien revenu sur des scores sur 100 points en mettant ensemble les 25 actions et les 75 de perception. Alors, première chose, le résultat global, il est de 68 sur 100, ce qui pour nous est plutôt bien, parce que ça veut dire qu'on a un score qui est discriminant, pas discriminatoire, discriminant, c'est-à-dire qui fait la différence entre, avec un delta qui a été assez important entre les différentes organisations. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur 90 sur 100, on est bien sur un chiffre qui dit quelque chose sur une moyenne, avec un delta important, donc des entreprises assez en avance, et puis des organisations qui ont une grosse marge de progrès. Sur les dimensions, vous voyez en vert, on vous le redit, les deux pôles sur lesquels il y a plutôt, ça va plutôt bien. La question de l'équité, sentiment de justice, on l'a dit pour des raisons historiques. Et puis l'équilibre, unicité, partage, on l'a dit aussi, parce que ça rejoint aussi de la posture managériale. Et on sait très bien qu'un énorme chantier dans toutes les entreprises aujourd'hui, c'est aussi la posture managériale, indépendamment de la lecture de l'inclusion. Et donc, on voit bien dans nos questions, on s'est bien rendu compte dans nos questions que, par exemple, les progrès qui sont faits ou les efforts qui sont mis sur le fameux management, alors je ne sais plus comment l'appeler, bienveillant, empathique, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, là, il y a un effet sur le respect des personnes. Mais avec un travail à faire sur l'unicité. Avec un travail à faire sur l'unicité. Après, les zones de progrès, vous voyez, en gris clair, la question de la coopération. Toutes les entreprises ont décidé depuis quelques années de basculer sur le tout-co. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, consulter les gens et leur demander leur avis, c'est quand même
des garde-fous contre des erreurs individuelles, mais la coopération, ça s'apprend. Et là, on voit bien que dans les ressentis, il y a un besoin d'accompagner sur la capacité à coopérer. Et puis, sans surprise, on l'a dit aussi, transversalité des actions. Et c'est totalement normal. Ça veut dire que c'est là qu'on doit, c'est ce sur quoi on doit insister pour aller vers cette logique d'entreprise inclusive. Et puis les stéréotypes, qui est aussi pour des raisons historiques, parce que c'est évidemment la porte par laquelle on est rentré ces dernières années pour comprendre que pour aller au-delà des process RH et des postures managériales, il faut travailler sur ces biais inconscients, sur ces stéréotypes et surtout travailler en toute humilité. Sur les domaines, la gouvernance qui arrive devant, et puis le parent pauvre, si j'ose dire, c'est la communication, mais encore une fois, pas si étonnant que ça, puisque c'est un chantier qui commence là à démarrer dans toutes les entreprises, de se poser la question du poids de la communication. Et moi, je crois vraiment en vertu, parce que ça ne se fait pas en 15 jours, mais en tout cas, je me souviens de toutes les études qu'on a faites pour l'IMS, il y avait une corrélation très très forte entre la question de la perception de la culture d'entreprise et des stéréotypes personnels. Et il y a un lien très très fort. Donc ça ne se fait pas en 15 jours, mais quoi qu'on dise, quand on est dans une entreprise qui a une communication claire, uniforme, consonante sur ces valeurs et qui irrigue la féminisation des titres, la représentation dans les visuels, etc., la signature de charte, et ben, au bout d'un moment, cette culture, elle irrigue aussi les pratiques individuelles et elle fait changer véritablement les postures de chacun et de chacune. Donc la communication, c'est pas un outil superflu, c'est un vrai outil d'inclusion à mon sens. Voilà pour la synthèse de ces résultats. Tu voulais rajouter quelque chose? 14 minutes qui restent. Enfin, franchement, je ne sais pas comment on a réussi à être aussi peu bavard. Merci à tous les deux pour cette présentation que j'ai trouvée, moi, très claire. J'espère que vous aussi. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous êtes curieux, vous avez envie d'aller un peu plus loin, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Mais avant de prendre ces questions, je voudrais donner la parole à Delphine, parce que je pense que vous êtes chez vous, dans votre bureau, en train de vous dire « Ok, ça a l'air super intéressant, mais comment on fait ça vraiment dans notre organisation ?» Et donc, j'aimerais que Delphine vous raconte son expérience du groupe de travail, de la réflexion, mais surtout du bêta-test. Delphine, comment est-ce que tu as convaincu ta direction? Comment est-ce que tu as fait passer le questionnaire des salariés? Comment tu as répondu au questionnaire sur les actions? Explique-nous tout. Très bien. Alors effectivement, peut-être revenir aussi sur le groupe de travail et la façon dont on a travaillé. Quand on a commencé l'aventure, sincèrement, on savait pas bien où on allait atterrir. Donc c'était aussi de l'innovation et c'est aussi du test and learn. On a d'abord recensé tout ce qui existait. Tous nos baromètres, nos index, etc. Parce que l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de différenciant. Donc ça, c'était important déjà de se nourrir de ce qui existait dans chacune de nos entreprises. Et ce qui nous a permis effectivement de co-construire ces deux questionnaires, à la fois le questionnaire d'action et de perception, en balayant effectivement toutes les catégories et en ayant vraiment cette volonté d'être très transversale. Et puis après, effectivement, il y a eu le fameux bêta-test, parce que pour nous, c'était important, au-delà de ce travail de construction, de pouvoir vraiment le tester et s'assurer que voilà, cet outil... déjà, ils répondaient à l'attente de nos collaborateurs. Moi, ça faisait sens pour eux d'y répondre. Et puis, de pouvoir voir si c'était robuste, suffisamment différenciant, et si ça donnait des résultats pertinents par rapport à ce qu'on pouvait voir. Donc, effectivement, sur le questionnaire d'action, je dirais, c'est relativement facile. C'est 80 questions, on répond par oui et par non. C'est soit les directions d'INI, soit les directions RH. Donc ça prend assez peu de temps. Et puis, sur le questionnaire de perception, on a eu pas mal de débats. D'ailleurs, on a repoussé pas mal l'exercice parce que certaines entreprises étaient dans des périodes de lancement aussi de baromètres divers et variés. C'était un questionnement de plus. Nous-mêmes, on avait dans la même période sorti notre baromètre salarié. Donc voilà, toujours un peu cette ambiguïté à se dire qu'on sollicite beaucoup les salariés. Bon, on s'est dit, il faut quand même qu'on se lance. Donc, on s'est fixé une date. Nous, on avait identifié un panel représentatif de plus de 2000 collaborateurs, en essayant effectivement d'avoir une représentation de l'ensemble des directions. Voilà, donc un panel représentatif. On a eu plus de 500 répondants, ce qui était plutôt pas mal parce que
comme je vous l'ai dit, on avait dans la même période lancé notre baromètre et puis on n'a pas exploité toute la puissance de la com interne qu'on aurait pu faire. Donc on se dit, si demain il y a une vraie action de communication autour de ce baromètre, ça peut vraiment faire augmenter le taux de participation. Néanmoins, 500 participants, c'était suffisant pour avoir des résultats qui étaient très intéressants pour nous. Et moi, je suis assez fan de l'outil parce que je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau. Effectivement, on a l'habitude d'index, de baromètres très silotés. Là, ça apporte une vision très transverse. Ça nous permet à la fois de mesurer l'écart entre ce qu'on fait, on a l'impression de faire plein de choses très très bien, mais la perception aussi qu'en ont les salariés. Donc ça, c'est quand même une donnée intéressante. Ça nous permet de mieux piloter vraiment nos actions, c'est-à-dire se dire, est-ce que c'est les process RH qu'il faut revoir? Est-ce que c'est mes actions de communication? Voilà, donc vraiment de regarder quels sont les axes à travailler. Bien sûr, est-ce que c'est, on l'a vu, le management est très important, donc est-ce qu'il faut repousser une culture du management inclusif? Est-ce que c'est avec les communicants qu'il faut retravailler? Donc voilà, ça nous donne une visibilité sur le pilotage et les actions qu'on doit mener qui est hyper intéressante. Et effectivement, comme on l'a évoqué, c'est quand même la première fois qu'on a des données statistiques sur les personnes qui se considèrent appartenir à des minorités. Et ça, pour nous, c'est quand même fondamental. Et comme on l'a vu, on voit bien là où il va falloir axer nos actions. Donc voilà, nous, on est très contents d'avoir participé à ce pilote. On espère maintenant pouvoir le déployer plus largement. On espère que les entreprises vont s'en emparer. On continue le travail parce que maintenant, on essaye d'en faire un outil qui soit le plus ergonomique et le plus utile possible pour l'ensemble des entreprises. En tout cas, c'était une belle aventure et je remercie effectivement toutes les entreprises qui ont souhaité et qui se sont énormément investies dans ce travail, qui nous a occupé quand même pas mal de séances et on a beaucoup débattu, on s'est beaucoup enrichi mutuellement. Donc voilà, un grand merci à vous et à la FMD pour ce travail. Merci Delphine. Est-ce que vous voulez réagir, Patrick, Pete? Non, moi j'aime bien. C'est très bien. Ouais, ça me va aussi. C'est super. Non, il y a juste un micro-détail. J'ai pensé en t'écoutant Delphine, c'est qu'on n'a pas dit un truc, c'est que dans toutes les questions qu'on pose, il n'y a pas une question silotée sur un public. Et ça, c'est un truc qui a été vachement difficile en fait, parce que c'était très très disruptif de poser aucune question sur les femmes, sur le handicap, sur un sujet. Toutes nos questions sont transversales, c'est-à-dire s'appliquent pour toutes les diversités. Et ça, c'était absolument indispensable. Et c'est là, pour moi, le côté le plus innovant, il est là, je trouve. Je me tourne vers Maya Agege, la déléguée générale de l'association, qui est dans l'amphithéâtre devant moi et qui reçoit les questions que vous envoyez sur le chat. Maya, je te laisse la parole. Merci Dorothée. Donc on a une première question d'un participant ou d'une participante inconnue qui demande pourquoi ne pas avoir prévu 2 indicateurs distincts, unicité et partage. Donc ça, c'est la première question. Ouais, vas-y, ouais. Alors en fait, l'intérêt, c'est précisément l'équilibre. Comme l'a dit Pete, c'est-à-dire que si on est dans un écosystème et si j'ai le sentiment d'être complètement reconnu comme un individu unique, le danger, c'est d'aller sur un extrême et d'être marginalisé par rapport à l'écosystème. Et du coup, je ne suis pas en situation de bien-être. Et si je suis uniquement sur le côté partage, alors oui, je partage des codes, mais on voit bien là qu'on entend la petite musique de l'entreprise conformiste, assimilationniste, dans lequel je vais devenir un rôle, je vais devenir interchangeable. Et je vais pas bien non plus. Donc ces 2 cas-là ne fonctionnent pas. Et c'est précisément parce que l'être humain a besoin de cet équilibre fragile entre les deux, entre un besoin de satisfaire en quelque sorte 2 besoins identitaires qui peuvent apparaître contradictoires. C'est pile poil ce point d'équilibre qu'on recherche avec les questions qu'on pose et avec cette dimension. Donc non, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée de les séparer. Mais pour une entreprise donnée, il faut bien leur faire comprendre là où ils sont bons. Et ils peuvent être bons sur les 2, ils peuvent être mauvais sur les 2, ils peuvent être bons sur l'un et mauvais sur l'autre, etc. Donc c'est aussi dans le détail, parce que là on présente les grands chiffres, mais c'est aussi intéressant, c'est regarder derrière ce qui est dedans. Oui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la façon dont l'outil est conçu
permet d'avoir une note donc sur 100, mais ça permet aussi d'aller voir chaque rouage, chaque réponse à chaque question, et donc précisément de noter, comme on a pu le faire lors du bêta-test, la différence qu'il y avait dans les réponses entre unicité et partage. Et précisément de se rendre compte que si partage ça va bien, unicité, il faut faire encore un peu quelque chose. La deuxième question, donc Delphine, tu y as déjà en partie répondu dans ton témoignage, c'est les modalités de déploiement des indicateurs et de l'outil de mesure dans les entreprises qui souhaitent l'utiliser. Est-ce qu'il y a des choses en plus à savoir, des points nécessaires Non, je pense que je l'ai évoqué. Il y a effectivement ces deux questionnaires. Le questionnaire. Alors, bien sûr, je pense qu'il faut accompagner beaucoup la démarche avec une communication importante. Alors nous, on avait incité les salariés en faisant pas mal de teasing, en disant qu'ils participaient aussi à une expérimentation. Donc c'est ça aussi qui a incité. Mais je pense que demain, si on devait le relancer, on recommuniquerait sur cette notion d'inclusion, on expliquerait ces différentes notions. Et pour moi, j'ai envie de dire, c'est presque l'outil qu'il faut faire en premier, parce que voilà, il nous permet de donner une visibilité d'ensemble, de pouvoir commencer à travailler sur certains axes. Et après, si on considère qu'effectivement il y a plus un problème sur la population LGBT, on peut utiliser d'autres questionnaires plus silotés. Ouais. Mais je trouve que cet outil a le mérite de donner vraiment une copie globale et déjà de commencer à travailler la question dans toute sa transversalité. Est-ce que tu peux nous donner des précisions vraiment très logistiques, mais par exemple, à combien de temps tu estimes les réponses pour le premier questionnaire, et aussi par exemple, je ne sais pas combien de relances tu as fait pour le questionnaire perception, comment est-ce que tu l'as accompagné, combien de messages tu as fait? Alors, je vous dis, le questionnaire d'action, c'est 80 questions, oui, non, donc ça va relativement vite, et sincèrement, on a les réponses, soit on fait pas, donc c'est assez simple, et ça, c'est nous qui pouvons l'administrer. Le questionnaire de perception, on a eu quelques retours de salariés qui nous ont dit que c'était un peu long. Moi, je pense qu'il faut effectivement compter 15 à 20 minutes pour y répondre. Et donc, on a fait 2 ou 3 relances, mais comme un peu à chaque fois, c'est beaucoup les premiers envois où on capte le plus de répondants. Après, on a du mal à rattraper. Donc, je pense que la communication au tout début est très importante pour vraiment susciter l'engouement. Et après, assez classiquement, 1 ou 2 relances suffisent. Mais le plus gros des répondants se situe dans le premier lancement. On savait que l'enquête sur la perception était longue. Et évidemment, on n'aurait jamais avoir quelque chose qui est moins long, sauf que si on veut mesurer l'ensemble des dimensions plus tous les domaines d'action, on est obligé d'avoir suffisamment de questions pour le faire. Alors, les questions s'accumulent, donc je vais essayer de vous en donner 2 pour que vous puissiez répondre en même temps. La première, et là il y en a vraiment beaucoup, donc je les retrouve là. Les TPE-PME sont-ils représentés dans ce bêta-test ? Et la deuxième, quelles sont les prochaines étapes pour ce baromètre ? Alors, parmi les organisations qui ont participé au bêta-test, il y a des organisations de tout type. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des groupes internationaux qu'une université, par exemple. Enfin, vraiment, il y a des organisations de tout type. Pour autant, et vous allez me corriger si jamais je dis une grosse bêtise, là, dans ce cadre-là, on avait besoin... En fait, l'objectif du bêta-test, c'était de voir si jamais notre modèle fonctionnait. On voulait savoir si jamais on arrivait à des résultats complètement aberrants. Donc, c'est ce que disait Patrick tout à l'heure. Est-ce qu'on arrive à 90%, tout le monde est très content, auquel cas, bon, c'est super, mais c'est un peu bizarre. Ou si, au contraire, on a des notes ridicules. Donc, on avait besoin d'avoir une certaine puissance statistique. On avait besoin d'avoir un certain nombre de répondants. Or, il n'était pas possible. Alors, il était possible d'avoir des entreprises plus petites qui participent au bêta-test, mais leurs résultats n'auraient pas été significatifs statistiquement. Donc... Non, je pense qu'effectivement, c'est un outil qui, à court terme, ne s'applique pas en dessous d'un certain seuil, qui est assez difficile à déterminer. Mais quand on a des questions sur des actions qu'on met en place sur une politique, est-ce que vous avez un responsable diversité inclusion? Bon, évidemment, on peut perdre des points parce qu'on est une entreprise de 20 personnes, mais ça ne peut pas exister. Donc, pour l'instant, dans l'état actuel, il y a un seuil en dessous duquel, effectivement, ce baromètre ne peut pas fonctionner.
Voilà la raison pour laquelle, par contre, on a tenu à avoir un échantillon hétérogène, indépendamment de la taille, sur les types de structures. Et après, sur l'avenir, l'avenir à court terme, c'est d'abord de se satisfaire et de se réjouir de ce qu'on a fait. Ça, c'est à très très court terme, parce que ça dure jamais très longtemps. Donc, je pense que la question du temps que Delphine a souligné, on l'a eu partout. Donc, je pense que les prochaines étapes, c'est probablement de réfléchir à une version un peu plus light, c'est-à-dire de garder les questions qui nous semblent les plus pertinentes et puis de refaire mais on n'a pas besoin d'interroger, mais de refaire des calculs de bêta-test sur une version peut-être plus courte, parce qu'effectivement, je pense qu'un questionnaire, pour en faire beaucoup, au-delà de 10 minutes, c'est compliqué. Voilà. Et pour information, on est passé de 4000 connexions à 3000 questionnaires complètement remplis. Donc, on a quand même perdu 25% de gens en cours de route. Et puis après, de réfléchir effectivement à cette question de comment on peut l'adapter à différents écosystèmes et notamment à un contexte international. Donc ça, c'est les étapes qui vont venir. La partie action, c'est assez compliqué à mettre en place au niveau international parce que les actions, par définition, c'est très contextuel. En revanche, la partie perception, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à changer pour une version internationale. Je pense que ça marche déjà comme ça. Il faut simplement que ce soit dans d'autres langues. Après, l'ambition de l'association, c'est de produire un outil qui sera donc à disposition de toutes les organisations qui le souhaitent, et non pas uniquement les organisations qui ont participé à ce groupe de travail. Comme le bêta-test est assez concluant, voilà, on a envie d'en faire partager tout le monde. On y travaille vraiment de toutes nos forces en ce moment, mais c'est quand même pas exactement la même chose de produire un outil de façon un peu manuelle entre nous pour une dizaine d'organisations et de faire quelque chose de très robuste, de beau, que vous ayez envie d'utiliser, qui soit facile, accessible, etc. pour tous, qui respectent la RGPD, qui remplissent un certain nombre de conditions qui sont incontournables. Donc ça nous demande beaucoup de travail, mais on y travaille. Et restez connectés, on vous tient au courant dès qu'on est prêt. Et vous serez les premiers à être prévenus. Maya ? Est-ce qu'on a le temps encore pour 2 questions Oui, merveilleux. Donc, j'ai 2 autres questions et beaucoup plus, mais le temps se réduit. J'ai entendu donc Catherine qui nous dit qu'elle a entendu que 2 axes sont fortement décalés, stéréotypes et communication. Est-il prévu une collaboration entre entreprises avec l'AFMD sur un kit pour déployer ces axes ? C'est pas juste la question la plus difficile, c'est pour moi. C'est simple. Alors, qu'est-ce que je peux dire ? C'est comment ton emploi du temps en ce moment ? Alors, ce que je peux dire, c'est que nous avons publié il y a quelques années un ouvrage qui est très intéressant sur communiquer sur la diversité, qui est un ouvrage qui a été rédigé par une chercheure qui s'appelle Aude Seurat, qui est spécialiste des questions de communication, et qui a fait une analyse des supports de communication qui sont utilisés par les organisations pour parler de diversité. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la diversité, c'est pas l'inclusion. C'est vrai, c'est un bon point, mais je pense que ça peut être une première source d'inspiration. Et quand vous aurez lu ce livre, plus celui de 2018 de Patrick Épit, plus celui-là que vous allez très bientôt recevoir, je pense que vous aurez toutes les armes pour penser une communication inclusive. Sur la question des stéréotypes, eh bien, n'hésitez pas à participer à la conférence qui aura lieu demain matin à 9h30 sur la question des stéréotypes de genre des étudiants. Et là encore, vous trouverez plein d'informations très intéressantes. Merci Dorothée. La question suivante, elle est plutôt pour Pete et Patrick. Pourquoi ne pas avoir intégré l'origine sociale dans les variables sociodémographiques ? Là, vraiment, dans mon souvenir, c'est vraiment parce qu'on a voulu vraiment choisir des critères qui étaient unanimes et pour lesquels toutes les organisations nous ont dit « oui, je peux me permettre de poser cette question-là ». Voilà. Donc, il fallait trouver des critères qui soient adaptables à tous les environnements et qui génèrent l'adhésion des organisations partenaires. C'est pour ça qu'on est arrivé à ces 3-là. Et pas en avoir trop. Et aussi de ne pas en avoir trop. Mais effectivement, on aurait pu en poser beaucoup plus. Ce qui est intéressant, parce qu'avec 3 critères, on a 28% des répondants qui disent « je suis au moins dans une minorité », plus 17% de nos réponses, c'est énorme. Dont on sait très bien que ça représente plus des gens du côté du oui que du côté du non. Donc c'est intéressant, parce que si on avait multiplié cela, on sait très bien aujourd'hui que si on additionne toutes les minorités, c'est les majoritaires qui sont minoritaires, bien sûr. Et alors, juste pour compléter là sur les 17%, parce que je trouve que c'est un élément aussi très intéressant finalement, de se dire j'ai 17% de salariés qui n'osent pas. Et donc là, voilà, ça donne aussi
une réponse à est-ce que mon entreprise est inclusive, c'est-à-dire que les gens n'osent pas. Donc, Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Tu veux encore poser une question? C'est comme vous voulez. Dans l'oreillette, on me dit qu'on a 5 minutes supplémentaires si nous le souhaitons. Ouais. Donc, il y a un grand engouement vraiment là sur le chat. Donc, je le partage avec vous. J'ai peut-être les 2 dernières questions et en effet, ensuite, nous clôturerons. La première, c'est les écarts entre les résultats obtenus entre les 2 questionnaires, donc action-intention et perception-impact, sont-ils proches pour toutes les entreprises du bêta-test? Et si oui, que doit-on en retenir? Alors, dans mon souvenir, il y a des écarts importants. On avait vraiment les trois modèles. On avait le modèle assez aligné. Il y a des entreprises qui, effectivement, étaient assez alignées entre les deux. Et puis, les 2 autres scénarios, donc vous avez compris, des intentions mieux notées que les perceptions, et puis l'inverse. Voilà. Et du coup, ça, encore une fois, ça nous a réconforté sur l'idée qu'il fallait bien mesurer les 2 à la fois, et puis agir sur les 2 à la fois. Donc, il y a pas de... J'ai pas souvenir d'un schéma qui soit le même et qui soit stable dans les organisations qui ont participé. Et en fait l'apprentissage, c'est qu'en fonction de l'entreprise, ça le permet à l'entreprise en question de savoir sur quoi il faut travailler. Parce que si tu es plutôt bien en impact, mais tu n'es pas très bien en action, c'est-à-dire que peut-être il y a des actions à mettre en place, et c'est bien en action, pas en perception, ça veut dire que c'est peut-être pas les bonnes actions. Et là, on retrouve le rôle de la communication interne, très fortement, bien sûr. Et la dernière question, je pense que c'est une question que vous attendez. C'est Juliette qui nous dit que elle entend dire qu'il y a aussi un index de la diversité du gouvernement qui touche au sentiment des collaborateurs. Elle se pose la question, est-ce que c'est redondant? Il y a d'autres indicateurs et outils existants. Voilà comment se positionne cet outil. Alors toi d'abord, je fais. Vas-y. Non, mais j'ai envie de dire, je pense qu'on vit une révolution et aucune révolution se fait dans la ouate. Et les révolutions, ça se fait dans le bazar organisé, pas toujours. Et dans ce bazar, en ce moment, oui, il y a évidemment plein de choses qui fleurissent pour mesurer. Mais il ne faut pas le voir comme, même si ça peut être difficile à lire, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Et ça veut dire qu'on met sur la table des tas d'outils. Et ces outils doivent être pris par les entreprises en fonction de leur culture, de leur histoire, de leur degré de maturité. Comme l'a dit Delphine tout à l'heure, on peut avoir la stratégie de dire je commence par quelque chose, une vision méta, puis après je vais creuser. Et puis il y a d'autres entreprises qui en sont vraiment pas là. Et auquel cas, au même titre que l'inclusion conceptuellement ne remplace pas la diversité, les mesures de l'inclusion, en tout cas cette mesure de l'inclusion, n'est pas là pour remplacer les mesures de la diversité ou du sentiment de discrimination sur un public en particulier. Donc moi je pense qu'il faut le voir, alors évidemment ça peut rendre la chose un peu moins lisible, un peu plus compliquée certes, mais il faut le voir comme une offre pléthorique qui permet à chaque organisation d'être dans du sur-mesure presque. Ouais. C'est un peu la même question que quand Patrick et moi on a commencé à travailler sur ce sujet quand on était jeunes, enfin, au moins plus jeunes. Honnêtement, on était parmi les premiers vraiment à travailler là-dessus et au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont arrivés sur le marché. Et tu peux regarder ça de 2 manières. Soit tu regardes ça en disant « Oh merde, il y a plein de gens qui sont en concurrence avec nous » ou tu peux dire « C'est bien parce que ça veut dire qu'on commence vraiment à prendre le sujet au sérieux. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a plein de manières d'aborder ça. Et nous, on est super contents parce qu'on a plein de concurrents parce que ça veut dire qu'enfin, on prend ces sujets au sérieux et que s'il y a plusieurs manières de mesurer de différentes choses qu'on veut mesurer, mais ça veut dire que, encore une fois, on prend le sujet au sérieux. Après, c'est à chaque entreprise de décider qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Et peut-être on ne peut pas faire tout, donc c'est à voir, mais quel outil va me donner les indicateurs le plus intéressants pour développer ma stratégie. Et je pense qu'il n'y a pas un seul outil que les gens vont utiliser. De toute façon, notre outil mesure l'inclusion. C'est pour mesurer l'inclusion, c'est pas pour mesurer la diversité. Donc déjà, il y a une grande différence entre qu'est-ce qu'on veut mesurer. Et donc déjà, on peut séparer les outils entre ceux qui mesurent la diversité et ceux qui mesurent l'inclusion. Et c'est quand même 2 choses qui sont différentes. Et après, en fonction de ça, on décide ce qu'on va utiliser. Mais et il n'y a aucun qui est parfait, même si le nôtre est plus parfait que les autres. Peut-être pour compléter, effectivement, ce travail d'essayer de se différencier, c'est ce qu'on a essayé tout au long du groupe de travail. Et moi, j'ai l'habitude de dire la diversité et l'inclusion, c'est l'affaire de tous. Et là, on voit bien qu'effectivement, c'est à la fois le top management, la stratégie, la vision. C'est bien sûr la fonction RH qui est un rouage important, mais c'est le management, c'est la communication.
voilà, tout le monde doit se sentir impliqué dans ces dimensions-là, et ça permet effectivement à des directions à D&I d'aller voir les communicants, d'aller voir l'ARH, pour traiter aussi collectivement et de manière cohérente ce sujet-là. Un dernier petit mot peut-être, il y a des mesures qui sont obligatoires, comme par exemple l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes, et puis après, il y a des mesures que vous pouvez conduire en fonction des objectifs que vous fixez. La mesure, c'est un point de départ, donc ça veut dire que si jamais vous avez décidé de mettre en place une politique d'inclusion, c'est sûr que là, c'est le meilleur outil possible. L'objectif, c'est pas juste d'avoir une mesure et un chiffre, l'objectif, c'est à partir de ce chiffre et des données qui constituent ce chiffre, comment mettre en place un plan d'action. Ouais. Le but du jeu, c'est de savoir ce que vous voulez faire, dans quels sont les critères que vous voulez mesurer, ou quel est le concept que vous voulez utiliser, sur quel périmètre, et à partir de là, cette mesure vous sera utile. Donc je pense qu'il faut vraiment penser plus globalement avant de choisir un outil. Mais choisissez une autre. On pourrait peut-être dire mesurer pour progresser même. Mesurer pour progresser, absolument. Bon, je pense que c'est le mot de la fin. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Merci pour vos questions, pour votre engouement autour de cette magnifique publication. Je vais essayer de vous la montrer. Hop. Sublime publication. Vous aurez bien sûr beaucoup plus de détails en lisant ce livre. Vous pourrez donc le retrouver très rapidement sur notre site internet en téléchargement gratuit si jamais vous n'êtes pas encore adhérente de l'AFMD. Et je laisse maintenant la parole à Annabelle. Merci à tous pour cet échange d'une grande richesse. Merci Dorothée Prudhomme. Alors nous allons marquer un temps de courte pause puisque nous nous retrouvons à 11h précises pour parler diversité et inclusion au sein du groupe Accor avec Brune Poirson. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en direct depuis le Mouvement des entreprises de France pour cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive, vous le savez, co-organisée en partenariat avec l'AFMD. Alors toute la semaine, nous donnons la parole aux acteurs, aux actrices et aux organisations engagées en faveur de la diversité et de l'inclusion, raison pour laquelle je suis maintenant aux côtés de Brune Poirson. Bonjour. Bonjour à vous. Soyez la bienvenue. Alors, vous êtes directrice du développement durable au sein du groupe Accor. Vous combinez la double expérience du privé et du public. Aujourd'hui, vous faites partie du comité exécutif d'Accor. Quelle est votre vision de la diversité et de l'inclusion au sein du groupe Accor ? D'abord, merci beaucoup de cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, surtout pour parler d'un sujet qui me semble particulièrement important à cette date, cette heure où on est en train de sortir de la crise du Covid. C'est peut-être pas vrai pour toutes les entreprises, mais en tout cas, c'est vraiment le cas pour Accor. Pour nous, les questions sociales, les questions humaines, elles sont vraiment au cœur de ce qu'on fait. Parce qu'on ne fabrique pas des machines, on fabrique des expériences, et des expériences qui sont menées, emmenées par des humains, par des hommes, par des femmes qui composent notre groupe. Et donc pour nous, depuis le début, c'est vraiment au cœur de l'identité d'Accor, et on veut continuer à renforcer ça. Vous avez peut-être vu Accor est au cœur d'initiatives comme par exemple He for She, où on est aussi très présent dans beaucoup d'indices ESG, et par ailleurs on mène toute une série d'initiatives très concrètes. Je vais peut-être pas les détailler ici, mais peut-être dire que en sortie de crise du Covid, on est face à deux défis majeurs. Le premier, c'est celui, dans notre secteur en tout cas, c'est celui du recrutement, comment aller continuer à aller chercher des talents. Et le deuxième défi important, c'est celui de la lutte contre les inégalités sociales. Et on estime qu'en tant qu'entreprise, on a un rôle clé à jouer pour participer à trouver des solutions plutôt que d'en créer. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour nous, c'est en renforçant notre élévateur social, c'est-à-dire en considérant que l'entreprise, elle est aussi là pour offrir des opportunités, pour aller chercher ceux qui sont potentiellement un peu plus éloignés de l'emploi, ou alors ceux qui ne sont pas éloignés de l'emploi, mais qui n'ont pas forcément les mêmes opportunités ou les mêmes occasions de grandir au sein de l'entreprise. Alors, c'est pas un combat qui est nouveau pour l'entreprise Accor, et je pense par exemple à une étude qu'on a menée avec le Club du 21e siècle, McKinsey et d'autres entreprises françaises qui montrent que globalement Accor est pas mal placé, même si, comme beaucoup d'entreprises françaises, on a encore des progrès à faire. Mais quand on regarde, et cette étude, elle mesurait la diversité socio-économique et la diversité d'origine. Et en ce qui concerne la diversité d'origine, Accor, on est environ à 58% de cadres dirigeants qui sont internationaux. Et en matière de diversité socio-économique, on est
à peu près à 58%. Donc on voit qu'on n'est pas en retard, mais il faut qu'on continue à agir dessus. Et je crois que ça pose des questions qui sont plus larges, qui est la question de race over class. C'est tout le débat qu'il y a aux États-Unis. Est-ce qu'on regarde la couleur de peau? Est-ce qu'on se centre sur ces aspects-là, qui sont parfois difficiles, voire interdits de mesurer en France? Ou est-ce qu'on s'intéresse à la question des inégalités sociales? Ou est-ce qu'on mêle les deux? Et si oui, comment? Et donc nous, on est en train de trancher au sein d'Accor, et pour nous, la priorité, celle qui englobe tout et qui comprend aussi la question de la race et de l'ethnicité, c'est celui de l'élévateur social et c'est celui de la lutte contre les inégalités. Très bien. Alors on va parler du comment. Comment justement vous mobilisez vos pairs au sein du comité exécutif pour embarquer ensuite l'ensemble de tous les collaborateurs et de toutes les collaboratrices? D'abord, je crois que c'est important de montrer en quoi c'est une question morale aussi, avant toute chose. Ensuite, je crois que c'est important de rien laisser passer. On a commencé cette démarche-là avec, bien sûr, la discrimination envers les femmes, qui a pendant longtemps été une réalité. C'est quand on la voit, il faut quelque part la pointer du doigt, montrer, parce que c'est aussi une façon d'en prendre conscience. Et puis un autre chantier aussi sur lequel on va travailler, c'est la question des biais cognitifs inconscients. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, on n'est pas activement, on cherche pas activement à discriminer contre un tel ou un tel, mais on reproduit des schémas de pensée, on reproduit des stéréotypes, on reproduit des façons de faire, des façons d'agir, des façons de s'adresser même à certaines personnes de façon totalement inconsciente, et c'est ce qui participe à leur mise sur le côté, ou en tout cas pas forcément à l'épanouissement de leur talent. Et ça, c'est pas toujours conscient, donc pointer du doigt, c'est bien, mais aider les managers, les responsables, les dirigeants à en prendre conscience, c'est encore plus important, et c'est ce qu'on va s'attacher à faire. Alors, quel levier activer justement pour agir? Ah bah là, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a, donc, quand j'ai parlé des biais cognitifs inconscients, il y a bien évidemment mener des workshops, des travails. Enfin, il y a des techniques qui se font et que les entreprises américaines ont beaucoup développées. Mais moi, je crois qu'il faut bien penser au I, ou en tout cas aux inclusions, dans diversité et inclusion. Donc il faut aller au-delà du recrutement. Il y a la diversité, bien sûr, qui doit être prise en compte au moment du recrutement, mais ensuite, il y a toute l'intégration dans l'entreprise et tout le parcours au sein de l'entreprise. Et donc, moi, je crois par exemple beaucoup à aller au-delà encore du mentoring, ce que les entreprises américaines appellent le sponsorship. Oui. Et là, c'est vraiment accompagner quelqu'un en lui donnant aussi les clés pour faire du réseau, pour s'adapter à la culture de l'entreprise. Et donc, on va au-delà du mentoring. Et puis, un troisième aspect aussi qui me semble essentiel, c'est celui de la mesure de l'impact et du calcul. Pour moi, ça, c'est clé. Il faut travailler sur des indicateurs. En France, c'est parfois plus difficile que dans d'autres pays, comme je le disais précédemment, mais je pense qu'on peut encore travailler là-dessus, et il faut développer des indicateurs, il faut mesurer, il faut considérer que c'est absolument central dans la performance d'une entreprise. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous partager une expérience personnelle qui vous a marqué durant votre parcours professionnel en lien avec le thème de la diversité, de la prise en compte des différences de chacun et de l'inclusion ? Alors, je pourrais tenir à peu près 3/4 d'heure si je vous parlais des discriminations envers les femmes dans certains milieux dans lesquels j'ai été précédemment, notamment le milieu politique. Je vous épargne ça. Mais plus concrètement, je vous disais tout à l'heure que pour moi, la question essentielle, en fait, une question qui est importante, c'est qu'il y a un vrai business case autour de la diversité. Il y a beaucoup d'études qui l'ont prouvé. Et il y a une étude encore de McKinsey qui est sortie récemment qui montre qu'en fait, la diversité des cadres dirigeants au sein d'une entreprise, elle lui permet d'avoir des performances économiques, commerciales, financières supérieures aux entreprises qui n'en ont pas. Et moi, j'en ai fait directement l'expérience. Je travaillais à l'étranger, en Asie. Et on devait installer des centres, en fait des centres de soins au sein des villages, plusieurs dans les villages, pour que les femmes puissent y aller. Et en fait, en faisant ça, les ingénieurs ont très très bien construit le système, mais ils ne se sont adressés que aux hommes, parce que c'était un pays musulman en plus de ça. Donc c'est vrai que traditionnellement, c'est souvent le père de famille qui interagit avec les personnes à l'extérieur. Et donc on a complètement oublié d'interroger les femmes. Et on a installé tous ces centres, et puis en fait, ils n'étaient absolument jamais utilisés. Et personne ne comprenait. C'était gratuit, c'était là pour aider les femmes, aider les familles, sauver des vies, améliorer les conditions de vie. Et on s'est rapidement aperçu qu'en fait, comme on s'était pas adressé aux femmes, on avait mis ces centres de soins 5 mètres trop loin
par rapport à la distance à laquelle une femme de religion musulmane avait le droit, entre guillemets, ou en tout cas plutôt la coutume, dans son village de sortir. Et donc, à quelques mètres près, on avait complètement raté l'objectif. Et donc, on a dû tout refaire. Et là, quand je vous parlais de performance financière ou performance commerciale ou même juste performance sociale, impact du projet, là, il était presque réduit à néant et on a dû le refaire. Donc, c'est pour donner un exemple à quel point c'est important de le faire et de l'inclure dès le début de tous les projets. En fait, on le dit beaucoup, mais ça se fait relativement peu parce que c'est pas toujours, c'est parfois un peu gênant quand on est un dirigeant d'entreprise. Ça force à changer certaines habitudes, à changer les façons de faire, et donc c'est pour ça que je dis il y a la diversité, il y a le recrutement, puis derrière il y a toutes les façons de faire, toute la culture aussi qu'il faut transformer. Très bien, merci pour ce témoignage. Quel serait le conseil que vous donneriez si vous deviez encourager d'autres professionnels aujourd'hui à intégrer la diversité, l'inclusion dans leur environnement de travail tous les jours? Moi, je pense que ce qui est clé, c'est arriver à créer un environnement de travail dans lequel, sans crainte, les membres de votre équipe ou même l'entreprise en général peut avoir des lieux, des endroits, des moments où ils peuvent confier certaines discriminations ou discrimination, le mot est très fort, mais certaines façons de ne pas nécessairement se sentir pleinement intégré, pleinement à l'aise, pleinement écouté ou d'avoir les codes. Ça, je pense que c'est très important aussi. Et la deuxième, elle est, même s'il faut, je crois, totalement assumer, et en tout cas c'est le cas pour Accor, totalement d'assumer d'être une entreprise française, donc qui porte des valeurs occidentales, je crois qu'il faut aussi constamment se poser la question de ces valeurs-là, à quel point elles vont potentiellement heurter ou freiner la progression de certains. Très bien. Merci, Brune Merci Persson, beaucoup. pour avoir partagé ce temps avec nous ce matin. Alors, cette matinée, vous le savez, de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive touche maintenant à sa fin. Merci à tous nos intervenants. Merci aux équipes du mouvement des entreprises de France ainsi qu'à la FMD. À suivre. Alors, le programme de cet après-midi, notez-le bien. À 14h, nous vous proposons un temps privilégié d'échange avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Quant à nous, nous nous retrouvons demain jeudi à partir de 9h15. Nous profiterons de cette matinée pour mettre en lumière les enjeux de la relation entre école et entreprise. Nous parlerons mixité des métiers et emploi des seniors. Notez dès à présent également l'intervention de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à cette occasion. Voilà, le programme complet de la fin de cette semaine est à retrouver sur la plateforme Imagina. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Laure Thomas, je suis coprésidente de l'AFMD et je suis ravie de vous accueillir cet après-midi dans le cadre de la série La Semaine de l'entreprise responsable et inclusive, semaine qui est organisée par le Mouvement des entreprises de France et l'Association française des managers de la diversité. Ce matin, on a parlé mesures. Ce matin, on a parlé mesures de la diversité, mesures de l'inclusion pour progresser. Et cet après-midi, je suis ravie d'accueillir Madame la ministre Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées. Bonjour Madame Cluzel. Bonjour. Alors, pour commencer ce temps d'échange, on l'a dit, c'est un moment privilégié ensemble pour échanger. J'aimerais, au-delà de la ministre que vous êtes, j'aimerais que vous puissiez vous présenter en tant que femme, en tant que, voilà, Sophie Cluzel, vous avez un parcours très riche. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Très bien. Écoutez, je suis née à Marseille. J'ai fait mes études à Marseille, puisque j'ai fait, à l'époque, on disait Subdeco Marseille, Kedge maintenant. Puis je suis partie travailler 3 ans aux États-Unis pour une entreprise familiale, Geekwash, qui est un constructeur naval. Je suis revenue en France, j'ai travaillé chez Esso, à Londres, comme reporter pour les grands produits d'Esso. Et puis après, j'ai travaillé avec Yves Carcel, quand il était patron des boutiques des Camps, chez DMC. Et puis, j'ai eu 1, 2, 3, 4 enfants. Et ma dernière, Julia, porteuse de trisomie 21, et comme 95% des femmes, je me suis arrêtée de travailler pour m'occuper de ma fille. Et puis, je me suis retrouvée au bout de 2 ans à la tête d'une association, d'un collectif, d'une fédération. Et c'était reparti, c'est-à-dire que nous avions cette fédération que je portais pour la scolarisation des enfants handicapés, tout type de handicap, parce que c'était une fédération qui rejoignait tout le monde. On s'est retrouvé à la tête de 2300 salariés en contrat aidé, qui sont les fameux auxiliaires de vie scolaire, puisque c'est le militantisme des parents qui a vraiment porté cette fonction, qui maintenant est un vrai métier au sein de l'éducation nationale. Donc, 20 et quelques années de militantisme associatif, une rencontre comme je faisais chaque année pendant
je dirais, les élections présidentielles, une rencontre avec le candidat Emmanuel Macron, qui m'a dit, bingo, on saute de l'autre côté du miroir pour mettre en œuvre cette politique que vous portez, qui est une vraie politique en fait de pleine participation des personnes handicapées dans la société. J'ai dit oui, à une seule condition, c'est que je sois rattachée auprès du Premier ministre pour changer la donne, ne plus voir les personnes handicapées comme des objets de soins, puisque c'était avant dans le ministère de la Santé, mais bien comme des sujets de droit. Et c'est comme ça qu'au gouvernement, depuis 4 ans et quelques maintenant, je travaille avec l'ensemble du gouvernement pour changer la donne dans toutes les politiques et bien sûr la politique de l'emploi. Et justement, là, on le disait, on est dans le cadre de cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Très souvent, Madame la Ministre, vous dites qu'en matière d'emploi inclusif, les entreprises ont la clé. Aujourd'hui, selon vous, comment les employeurs appréhendent-ils le handicap ? Alors, je pense que ça avance. De toute façon, je suis une éternelle optimiste et je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, je pense que ça avance. Il y a une vraie prise de conscience que dans la responsabilité sociétale des entreprises, eh bien, le handicap est une force dans la diversité des profils qu'on peut recruter, dans la transformation managériale qu'on peut avoir, parce que quand on s'occupe de ceux qui ont peut-être besoin de plus d'adaptation, on fait bouger pour le bien commun de tous ses salariés, de ses collaborateurs. Donc, en tout cas, moi, ce que je prône, c'est de passer de l'obligation d'emploi à l'envie. Aujourd'hui, avec le quota de 6%, depuis 1987, on est à 3,8, 3,9 à peu près dans les entreprises privées, presque à 6% dans toutes les les fonctions publiques, territoriales, hospitalières et d'État. Pour autant, dans ces fonctions publiques, il y a un vieillissement de la population. Donc, il va falloir aussi qu'on travaille au renouvellement. Sur les employeurs privés, je pense que beaucoup de grands groupes maintenant se sont dotés de missions handicap. Et donc, il y a une vraie avancée là-dessus, sur la prise en compte justement que cette diversité, c'est une force et que ce n'est pas si compliqué que ça quand on prend en compte justement les adaptations possibles. Il faut combattre beaucoup de préjugés encore sur les capacités des personnes, sur leur employabilité, et puis aussi sur le fait qu'on a un prisme très déformant sur le handicap. On voit beaucoup le handicap moteur, le fauteuil, la canne blanche, mais rappelons que 80% des handicaps sont invisibles. Donc il faut aussi qu'on travaille là-dessus, tout le handicap psychique, mental, les troubles des fonctions cognitives, les troubles 10, qui ont toute leur place dans notre société et dans les entreprises, sont encore trop méconnus. Donc il faut qu'on travaille à ça, à cette pédagogie en permanence. On en a du travail, mais ça avance, tout à fait, exactement, ça avance. Et j'aime le fait que vous soyez une éternelle optimiste. Je crois qu'on a vraiment besoin d'avancer. Et il y a une phrase que vous avez prononcée que j'ai trouvée très belle, passer de l'obligation à l'envie. Alors justement, comment on peut convaincre les entreprises sur l'emploi inclusif ? Alors, je pense que aujourd'hui, dire que c'est une force, ok, mais ça suffit pas. Donc, il faut d'abord inciter, il faut certainement libérer la parole aussi des collaborateurs. Beaucoup de salariés et de collaborateurs dans vos entreprises, dans les entreprises, cachent leur handicap, font des surcompensations, risquent parfois du burn-out, parce que justement, aujourd'hui, peut-être que la confiance n'est pas encore optimale dans les entreprises pour dire « oui, vous êtes handicapé, je suis handicapé, et alors ?» Aidez-moi à mettre les compensations en place pour être le plus performant et utile. Et là, je dirais, tout le talent de la personne peut s'exprimer. Donc, on a encore cette libération de la parole. Et ça passe par la confiance. C'est-à-dire afficher qu'il y a une politique RH inclusive, avoir des rôles modèles aussi, très importants, des collaborateurs, des collaboratrices, des salariés qui osent parler de leur handicap, du fait qu'ils l'ont annoncé, du fait qu'ils l'ont expliqué, et que pour autant, ça n'a pas du tout entravé leur carrière, au contraire. Donc ça, c'est important, c'est cette notion de libérer la parole et mettre en confiance les salariés et les collaborateurs. Puis après, il faut accompagner, bien sûr, les entreprises. Donc là, c'est tous les leviers incitatifs. Premier levier, rendre plus simple et plus lisible la politique d'emploi sur les territoires. Moi, tous les employeurs me disent, mais attendez, il faut s'adresser à qui ? À Pôle emploi, Cap emploi, quand on est mission locale, est-ce qu'il y a des jeunes handicapés ou est-ce qu'on ne les trimballe pas à droite, à gauche ? Donc, un portail très simple, une seule porte d'entrée à pousser, c'est celle de Pôle emploi quand on recherche quelqu'un, ou de l'APEC, et derrière, vous avez toute la tuyauterie, je dirais, d'accompagnement qui va être la gradation d'accompagnement de la personne ou de l'entreprise, qui doit être neutre. Donc, il y a cela. Passer de l'obligation à l'envie, c'est de montrer aussi qu'il y a un impact de performance sociale qui amène de la performance économique. C'est aussi une façon d'apaiser les choses dans une entreprise, le faire porter dans le dialogue social, très important. Quand vous avez une collégialité sur ces sujets qui s'emparent de l'ensemble des collaborateurs, du dialogue social, c'est plus facile. Donc, en faire un vrai objet du dialogue social,
Je pense que c'est important. Et pendant la crise sanitaire, nous avons mobilisé les syndicats, nous avons mobilisé bien sûr aussi ceux qui ont signé le manifeste inclusion, on y reviendra, pour le porter vraiment dans le dialogue social. Et ça a fonctionné, parce que je tiens à rappeler que malgré la crise, le taux de chômage des personnes handicapées baisse, que l'emploi augmente. Donc on voit bien qu'il y a une vraie dynamique. C'est pour ça que je suis optimiste et que je pense qu'il faut saluer aussi l'engagement des entreprises. C'est très important. Et justement, tout à l'heure, on parlait de mesures. Hein, je vous disais, ce matin, on parlait de mesures. Est-ce qu'il ne faudrait pas proposer un outil à nos entreprises pour les aider à mesurer? Est-ce que cet outil pourrait justement aider les salariés à se déclarer? Vous avez parlé de libérer la parole. On sait que c'est un vrai sujet en entreprise. Comment libérer la parole? Comment faire que le handicap ne soit plus tabou, parce qu'il reste tabou pour certaines personnes, et comment essayer de lever justement ces tabous et de faire en sorte que tout le monde puisse être soi en entreprise? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, je suis aussi persuadée qu'on ne progresse bien que sur ce qui se mesure. Vous en avez parlé ce matin, et nous allons avoir la plateforme Impact, donc qui a été annoncée. Nous allons avoir Impact Handicap. Et là, je fais un appel au volontariat de toutes les entreprises. Il y a 5-6 indicateurs qui ont été travaillés, justement avec tous les groupes de travail du manifeste inclusion. Peut-être expliquer ce que c'est que le manifeste inclusion, après on en reparlera. Mais ces indicateurs, non seulement ils mesurent bien sûr le taux d'emploi direct, mais pas que. Les apprentis en situation de handicap, les formations qui ont été faites, les achats inclusifs, pour pouvoir mesurer la progression. Et l'afficher. Pourquoi l'afficher? Parce que d'abord, les collaborateurs voient qu'il y a une vraie politique RH inclusive, et donc cette parole peut être facilement libérée. Et puis surtout, toutes les personnes qui viennent frapper à l'entreprise, les jeunes ou les moins jeunes, ils voient qu'ils vont pouvoir parler de leur situation de handicap, qu'il n'y aura pas de tabou, parce que l'affichage vraiment d'une politique engagée, dynamique de RH inclusif est affiché. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et donc j'appelle tout le monde justement, lors de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, on parlera certainement du baromètre Impact Handicap, mais je pense que c'est un vrai levier, un vrai outil de libération de parole, de pouvoir aussi tout simplement expliquer ce que l'on fait, de pouvoir montrer aussi que cette politique RH inclusive est une réalité, et que donc ça ne sera pas un barrage à l'emploi et un barrage à la carrière. C'est ça qui est important. Et alors justement, je rebondis, vous parliez là de libérer la parole. Est-ce que vous pensez qu'en libérant la parole en entreprise, ça va avoir également un impact sur le recrutement? Et puis une question, parce qu'on entend souvent au sein d'entreprises que c'est difficile de sourcer des profils de personnes en situation de handicap. Qu'en pensez-vous en fait, et comment on peut faire pour accompagner les entreprises? Ah, vous avez raison, c'est tout ce qu'on me dit toujours. Moi, je voudrais bien, mais je ne trouve pas. Alors, il faut être assez exigeant avec tous les cabinets de recrutement, de conseil en recrutement, ou même les services publics de l'emploi. C'est-à-dire dire, moi, je veux que vous me pushiez, que vous me présentiez des CV avec une situation de handicap. Vraiment, c'est mon souhait. Donc ça, c'est une chose. Faire du sourcing inclusif, c'est-à-dire vraiment poser des critères en disant, je suis désolée, vous, cabinet de conseil, eh bien, vous me proposez, allez chercher des performances et des compétences en situation de handicap. Nous faisons monter en qualification les jeunes qui arrivent, puisque nous travaillons vraiment avec le ministre de l'Éducation nationale, la ministre Frédérique Vidal, sur l'enseignement supérieur inclusif. Nous créons ces passerelles. Nous avons des universités qui sont ASPI-friendly pour les autistes Asperger. Donc, nous mettons en place les modalités de pouvoir faire monter en qualification. Il y a 2 leviers possibles. D'abord, il y a l'incitatif financier. Je tiens quand même en termes de mesures d'incitation à rappeler les aides à l'emploi pendant le plan de relance, parce que ça fonctionne. 4 000 € d'aide à l'emploi pour tout CDD depuis 3 mois ou un CDI, évidemment sur des qualifications qui sont à peu près 2 fois le SMIC, des qualifications qui ne sont pas très élevées, mais pour autant ça fonctionne. 20 000 contrats signés, 70% en CDI, donc en CDI, sur des TPE-PME. Donc il n'y a pas d'effet d'aubaine, c'est ce qu'on pensait. On le proroge au-delà du 31 décembre, quel que soit l'âge de la personne handicapée embauchée. Et pareil pour l'apprentissage. L'apprentissage en termes de sourcing inclusif, c'est très important. Je vous rappelle qu'on a mis un référent handicap dans tous les CFA. Donc le dialogue justement avec le manager qui veut recruter en apprentissage, s'il y a des adaptations faites, vous avez cet intermédiaire, le référent handicap, qui peut vous accompagner. Vous n'êtes pas seul sur les adaptations, s'il y en a à mettre en place ou pas, ou sur la façon de travailler avec un collaborateur. Et le dernier levier, c'est le job coaching. Pour faire du sourcing inclusif, nous mettons en place du job coaching, c'est-à-dire ce sont des plateformes de dispositifs d'emploi accompagnés sur des handicaps compliqués parfois pour l'entreprise, qui sont des handicaps invisibles comme le handicap psychique ou les troubles des fonctions cognitives
où parfois on comprend mal les interactions possibles entre le salarié et ses collègues, où il peut y avoir des variations de performance au travail parce que ça fait partie du handicap psychique, eh bien là, vous aurez des spécialistes. Des spécialistes sur les troubles, vous restez spécialiste de votre management, qui vient faire justement cet accompagnement. Et cet accompagnement, il est gratuit pour les entreprises, il est pérenne, et donc c'est un vrai levier d'accès à l'emploi pour du sourcing inclusif, mais aussi de maintien dans l'emploi. Et ça, c'est très, très important, mais on va peut-être en reparler. Exactement, c'était la question que j'allais vous poser parce que on a parlé finalement de reconnaissance, de comment libérer la parole en entreprise, comment oser être soi pour être bien. On a parlé recrutement et ça c'était important parce que il est essentiel de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap. Et il y a le sujet du maintien dans l'emploi. Alors justement, je voulais vous demander est-ce qu'il y a des mesures, est-ce qu'il y a des conseils sur le maintien dans l'emploi pour les entreprises de toutes les tailles, Alors, vous avez raison, parce qu'il faut peut-être rappeler que le handicap, pour 80% des cas, s'acquiert au cours de la vie. Exactement. Donc, au cours de cette vie professionnelle. Et qu'est-ce qu'il est mieux de faire? C'est d'accompagner son collaborateur sur une reconversion, mais en interne en entreprise. C'est ce que tout le monde souhaite. C'est parfois compliqué, mais c'est ce que tout le monde souhaite. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Il y a d'abord vraiment remettre dans la santé au travail cette qualité d'accompagnement d'une dégradation, par exemple, médicale, des troubles musculo-squelettiques, enfin, tout ce que les entreprises ont vraiment intérêt à travailler, qui est le maintien en bonne santé dans son activité professionnelle. Il en va vraiment des enjeux de demain pour ça. Donc, nous avons remis justement dans la loi santé au travail le job coaching, les référents handicap, voilà, tous les leviers possibles pour que les entreprises s'approprient déjà tous les outils qui existent. Ce job coaching dans le maintien professionnel, il est capital. Il est capital. Il y a des signes d'alerte. Quand vous avez un collaborateur, un salarié qui commence à poser des arrêts de travail répétés, c'est là où il faut tout de suite qu'on soit en vigilance. Il y a peut-être quelque chose d'important, de grave. Il y a peut-être justement un handicap qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été dit ou qui est en train de se dégrader. Et c'est là-dessus qu'il faut pouvoir tout de suite travailler avec le collaborateur, même avant sa reprise de travail, en amont, avec soit la médecine du travail, soit justement ce job coaching possible que l'entreprise, avec bien sûr l'accord du salarié, peut enclencher, peut déclencher. Donc ce sont des outils complémentaires. On a remis 15 millions pour les plateformes d'emploi accompagnées. Il faut qu'on vous facilite la vie, il faut que vous sachiez où les trouver. Donc il faut qu'on fasse une cartographie lisible pour un chef d'entreprise. Et puis on a bien sûr, dans le maintien dans l'emploi, le Cap Emploi. Je vous rappelle que là aussi, on facilite la vie des entreprises puisqu'on rapproche Pôle Emploi et Cap Emploi. Il y avait déjà eu ce rapprochement du maintien dans l'emploi avec le SAMET. Donc maintenant, plus qu'une seule porte d'entrée pour l'embauche ou le maintien. Et puis, quand vous avez un chef d'entreprise qui tâtonne, qui ne sait pas comment se lancer dans une politique RH inclusive, première chose à faire, petit diagnostic très simple. On a mis des outils d'autodiagnostic pour savoir où il en est, si ses collaborateurs sont mûrs ou pas pour aborder ce sujet. Et puis, immédiatement, si vous sentez vraiment une envie en tant que manager de porter une politique, il faut tout simplement prendre contact avec son délégué de l'AGFIP. Ils sont là pour ça. Nous les avons mobilisés avec la ministre Elisabeth Borne pour se mettre en mode aller vers les entreprises qui ne se sont pas encore lancées dans l'emploi ou qui démarrent ou qui ont du mal à pouvoir qualifier leur politique. Ne restez pas seuls. Conventionnés avec la GFIP, ils sont là pour ça, pour vous aider à faire un diagnostic, mais surtout un cheminement dans votre politique, avec des leviers très forts de sensibilisation, de participation, de sourcing, etc. Donc vraiment, que le chef d'entreprise ne reste pas seul. Ce n'est pas incommensurable de lancer une politique RH inclusive. Quand on ne sait pas par quel bout le prendre, la GFIP, immédiatement, il vient dialoguer avec vous et vous aide en tenant par la main pour vous mettre en place cette politique inclusive. Merci beaucoup. On a parlé recrutement, on a parlé reconnaissance, on a parlé maintien dans l'emploi. En entreprise, on le sait, ce qui est important, c'est le bien-être aussi tous ensemble, le respect. Et ça s'acquiert aussi par des rencontres, par des échanges, par de la communication, par la sensibilisation. Et on a tous une grande semaine qui nous attend en novembre, la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, avec le 18 novembre, si je ne me trompe pas dans la date, le jeudi 18 novembre, le Duodé. J'aimerais bien que vous puissiez nous en toucher un petit mot, parce que c'est vraiment, vous avez porté cette journée qui monte en puissance tous les ans. Et je trouve que c'est intéressant parce que je crois que c'est l'idée d'une rencontre. Je vous laisse en parler. Alors le Duodé, c'est nos amis irlandais qui l'ont créé il y a des années, parce que justement, pour un peu démystifier ce qu'est le handicap, pour porter l'envie des personnes handicapées à aller vers des nouvelles rencontres, des nouveaux lieux de métiers possibles.
Et donc, c'est vrai que quand je suis arrivée au gouvernement, il y avait une petite, je le redis parce qu'ils ont été formidables, il y avait une petite localité dans le Lot-et-Garonne qui travaillait déjà là-dessus, sur le DOD, localement. Pourquoi ils l'avaient créé? Parce qu'ils voulaient justement que leurs travailleurs en situation de handicap en ESAT puissent aller travailler dans le monde ordinaire. Et donc, ça avait démarré petit à petit comme ça. C'est Alger2I, c'est une association formidable. Donc, je me suis appuyée sur eux. On a créé une plateforme numérique où une entreprise disait, moi, ce jour-là, voilà, je peux offrir 5, 10, 15 postes de rencontres de ce DOD pour qu'une personne handicapée qui a envie de venir connaître notre métier, de pouvoir se projeter dans un avenir différent, soit là. Et les personnes handicapées s'inscrivent sur cette plateforme en disant, voilà, moi j'ai envie de connaître tel métier, de journaliste, de ministre, puisque l'ensemble du gouvernement font leur duo, président de la République également. Et puis on a créé presque 20 000 duos l'année dernière, malgré justement les difficultés. Donc, ça a un impact très fort. D'abord parce que ce qui est intéressant dans le DOD, c'est que chaque entreprise s'en empare là où il est dans sa politique RH. Vous avez des grandes boîtes qui peuvent mettre 100, 150 offres de duo ce jour-là, parce que justement, elles en font un vrai moment de team building et puis d'échange, aussi de possibilité de changer de travail, d'avoir des évolutions professionnelles. Il y en a qui débutent et donc qui découvrent. Et puis surtout, de plus en plus de personnes handicapées osent aller vers des emplois pour lesquels ils pensaient que ce n'était pas possible. Et moi, vous connaissez mon mantra, nul n'est inemployable, et osons aller jusqu'au bout justement de ses rêves et de ses attentes et découvrons des nouveaux métiers. Et en plus, c'est médiatique. Et ça, c'est important, parce qu'il faut que les médias puissent voir aussi qu'on peut être journaliste, qu'on peut être reporter, qu'on peut être aussi chroniqueur, et donc s'en empare. Et ça fait vraiment un impact fort sur le grand public qui regarde différemment les aspirations des personnes handicapées à aller vers l'emploi, à travailler, à avoir des métiers différents. C'est aussi la façon de pouvoir promouvoir certains milieux professionnels. Et je vous rappelle qu'on a quand même 1 million d'offres d'emploi à pourvoir en France entière. Donc, il faut vraiment aussi lever l'autocensure des personnes handicapées et aller vers des métiers qui sont à pourvoir aujourd'hui. Je pense au numérique, je pense à la restauration, à l'hôtellerie, mais pas que. Je pense aussi à travers aussi l'intérim. On peut aussi aller vers l'emploi par l'intérim. Et donc, il faut vraiment pouvoir faire parler toutes ces personnes, ces rencontres. Ça transforme le regard d'un ensemble de collectifs. Enfin, vous le pratiquez vous-même. Et je pense que c'est un vrai levier. Donc, le 18 novembre, au milieu de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, et ça va être un vrai tremplin. Je rappelle que nous avons la présidence française de l'Union européenne en janvier, et il y aura, moi je vais faire une rencontre avec tous les ministres européens, nous porterons sur l'impact social, le travail au sein de l'Europe, la circulation. Nous allons porter par exemple les Erasmus étudiants pour les étudiants handicapés, pour leur permettre de monter en qualification et de circuler. Donc on a là un vrai levier de transformer le regard sur les personnes handicapées. Et puis permettez-moi juste de rappeler que lundi prochain, le 18 octobre, nous lançons notre grande campagne nationale de sensibilisation au handicap. Tous les médias, le grand public, et notamment aussi dans l'acte d'employer les personnes handicapées. Il faut changer le regard, il faut voir la personne, son talent, ses compétences avant de s'arrêter au handicap. Et c'est vraiment ça le message que l'on porte. Donc c'est comme ça qu'on construit notre société inclusive, c'est-à-dire tout simplement écouter les aspirations des personnes, faire tomber ses préjugés et ouvrir la porte des entreprises. On a un quota aujourd'hui. La personne est libre de le dire ou non. Les entreprises ont besoin justement de pouvoir accéder à ces informations pour mieux accueillir, pour mieux insérer, pour mettre vraiment les personnes en performance. Vous savez, les Anglais n'ont pas de quota, mais ils ont fait un Accessibility Act. Ils se sont engagés, les chefs d'entreprise, que tout CV qui porterait un état de situation de handicap serait reçu en recrutement. Pour qu'on ouvre la porte et qu'on donne la possibilité aux entreprises d'écouter les performances, la façon dont une personne se vend. Donc moi, je dis, osez dire que vous avez une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce mot horrible qu'il faut qu'on change. C'est pas beau, franchement, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, c'est difficile. Les anglo-saxons, ils disent « people with special needs », donc avec des besoins particuliers, mais mes besoins, je vous les exprime. On peut travailler ensemble sur les adaptations à faire pour que je sois de façon optimale, performant, productif, et puis surtout, il en va de la qualité au travail. Donc c'est un impact pour tous les collaborateurs qui est important. Donc ce DOD du 18 novembre, ceux qui ne le connaissent pas, faites-le. Vous allez sur la plateforme diod.fr et puis on pourra vous mettre en relation. Et je pense que c'est un vrai
un vrai beau jour où on peut parler handicap, mais surtout de façon extrêmement performante. Et puis 10% du DIO permettent du sourcing. C'est énorme. Voilà, c'est énorme et ça répond aussi aux difficultés de recrutement des entreprises actuellement. Exactement. Recrutement, reconnaissance, comment libérer la parole, comment oser être soi, oser donner sa reconnaissance en entreprise. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous cet après-midi à la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. C'est un vrai plaisir pour nous de vous avoir à nos côtés. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez rajouter avant de conclure ce moment ? Juste dire que quand c'est moi qui le dis que ça fonctionne, ça peut être entendu, mais quand ce sont les entreprises qui parlent aux entreprises, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça que le manifeste inclusion est une vraie force de travail, c'est-à-dire que les entreprises se parlent entre elles. Au-delà d'un cercle d'entreprises, c'est une façon aussi de porter un engagement sociétal, d'accompagner celles qui ne sont pas encore au bord du chemin. Et je pense que c'est ça, la force de l'entreprise, c'est ces réseaux que vous créez qui sont si importants pour pouvoir travailler sur des sujets aussi importants que ceux de l'emploi inclusif, d'une entreprise tout simplement qui se sert et qui s'enrichit de la diversité. Voilà. Donc allez-y, osez l'emploi inclusif. Merci beaucoup. Et vous avez bien raison, c'est aussi pour ça que la FMD et le MENEF ont uni leurs forces pour faire cette semaine, parce qu'on est convaincus que sur tous nos sujets, ensemble, on est beaucoup plus fort, on va beaucoup plus vite, on partage nos pratiques. Donc, merci beaucoup. Un dernier petit mot. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On vous rappelle qu'il y a des ateliers auxquels vous pouvez participer. Donc, surtout, n'hésitez pas. Toutes les conférences auxquelles vous assistez tout au long de la semaine et cette conférence que nous avons eue avec Sophie Cluzel sera disponible en replay. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on vous donne rendez-vous demain matin pour tout ce qui concerne diversité et grandes écoles. À demain.